Merci à vous pour ces quelques mots. Merci François-Julien et merci à tous, tous et à toutes d'être venus, non pas m'écouter, mais partager cette réflexion. Donc c'est censé être court comme propos préliminaire, mais néanmoins, le risque que je me laisse emporter est non négligeable. Donc si ça dure trop longtemps, levez le drapeau rouge. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction hein, qui disent l'essentiel. Donc j'essaye de prolonger une certaine figure quand même effectivement du fonctionnaire qui garde du haut fonctionnaire comme on dit de manière quand même assez gênante qui garde un lien avec la réflexion tout en étant comme vous l'aurez compris assez relié au milieu aronien commentaire et tout type quantique. Donc effectivement pour faire un peu d'autopromotion j'ai fait paraître il y a 1 an et demi un propos sur le rôle du commerce dans les relations internationales, dont la guerre en Ukraine n'a pas invalidé les principales thèses, puisque le sujet principal était la priorité des rapports de force sur les intérêts économiques. Donc, ceci étant dit, je suis aussi, ce que vous n'avez pas mentionné, mais qui est peut-être le plus important ici, un jeune adhérent de l'association, grâce au talent, ça va de soi, mais grâce au talent de conviction de ces organes exécutifs. Et donc, j'ai rencontré la proposition de la décoïncidence. Et donc, je suis heureux de vous proposer quelques réflexions en mettant en regard et en lumière décoïncidence et Europe, à l'aune aussi à la fois en mobilisant mon expérience concrète et mes réflexions d'autres traditions politiques que je viens de citer. En termes d'expression concrète, juste pour vous dire très concrètement, j'ai vraiment fait depuis 10 ans exclusivement des affaires européennes. Donc j'ai commencé le fameux stage ENA que je n'ai pas fait en ambassade, mais que j'ai fait à la Banque Centrale Européenne, donc à Francfort, donc en 2012, au moment de la crise de la zone euro. Ensuite, j'ai continué ces sujets européens à la Direction générale du Trésor, donc toujours la crise de la zone euro, puis les sujets commerciaux. Ensuite, je suis allé au Quai d'Orsay, au cabinet du ministre, pour suivre ce qu'on appelle les sujets de politique commerciale, donc l'OMC, des sujets qui sont, comme vous savez, ou pas, ce qu'on appelle de compétences exclusives de la Commission, donc la Commission qui représente les États dans ces négociations avec la Chine, les États-Unis et l'Organisation mondiale du commerce. Et là, depuis 4 ans, je suis dans l'industrie de la défense, en charge des sujets de coopération industrielle sur les sujets technologiques et militaires. Donc j'ai vu un certain panorama de l'Europe depuis Bercy, depuis le Quai d'Orsay et aujourd'hui par le truchement de nos forces armées. Pour finir même pas introduction, mais mise en bouche, ce qui me semble aussi intéressant, et pour ramener déjà les questions ou remarques que vous pourriez avoir, la proposition ou les éléments que je vais vous soumettre auront aussi pour objet d'exercer notre jugement politique, puisque finalement, après en avoir discuté un peu avec François Julien, les propos que vous avez déjà eu l'occasion de tenir dans ce cadre ont eu trait à tout un tas de sujets, mais finalement pas tant que ça, je comprends, sur la politique. La politique, elle se fait. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on est là aussi conjointement, en tant que citoyens français finalement, pour exercer notre jugement politique sur la situation de l'Europe, sur la situation de la France, et aussi, pourquoi pas, finalement, sur l'action du président de la République, puisque l'une de ses principales caractéristiques est d'avoir mis l'Europe au cœur de son action. Et donc, je vous propose collectivement d'essayer de juger, d'évaluer à l'aune de la décoïncidence ce que nos responsables politiques font ou projettent de faire sur le sujet européen. Et le dernier point qui me semble extrêmement important, disons précaution, c'est d'une certaine manière, je vais essayer de prolonger, d'approfondir, mais de voir au travers de la décoïncidence un certain nombre de sujets, disons, classiques sur l'Europe. Faut-il être fédéral? Y a-t-il un sens fédéral à l'Europe? Qu'est-ce que l'Europe? Donc, revenir sur ces sujets de définition. Mais je souhaiterais quand même, dans la situation dans laquelle nous sommes, quand même attirer l'attention que potentiellement, peut-être déjà, tout a déjà changé du fait de la guerre en Ukraine. Donc, peut-être que la guerre en Ukraine rend déjà 50 ans de réflexion sur l'Europe d'une manière éventuellement caduque. Peut-être que cette guerre, qui va a priori durer encore quelques mois, voire beaucoup plus longtemps, constitue un incommensurable, une brisure dans le temps et dans nos processus. Donc une brisure, un événement qui va rendre un certain nombre de choses caduques, je viens de dire.
Et peut-être que pour nous, Français, collectivement, mais aussi par la voix de nos représentants, nous sommes éventuellement en train de passer à côté de l'événement, puisque finalement, depuis 40 ans, 50 ans, comme j'y reviendrai dessus, la France souhaite une Europe politique, une Europe géopolitique qui se défende, qui soit autonome, qui ne soit pas toujours dépendante des États-Unis, qui soit autre chose qu'un objet économique. Et au moment où, avec la guerre en Ukraine, nous avons une cause noble, une cause militaire, une cause politique à défendre, le sort de la liberté des Ukrainiens et quelques principes de ce genre, peut-être que nous ne sommes pas à la hauteur de l'événement. Donc, d'un certain point de vue, encore une fois, j'attire l'attention sur l'Europe, et j'y reviendrai, fait l'objet d'un très nombreux discours, débats, plus ou moins passionnés, plus ou moins intéressants aussi, il faut bien le dire, depuis un certain nombre de décennies. Laissons ouvert la possibilité que tout soit en train de changer et que peut-être nous, Français, nous ne sommes pas à la hauteur de cet événement, de cette guerre qui appellerait de notre part une plus grande solidarité et une plus grande mobilisation en soutien des Ukrainiens qui font face à l'agression. Donc, déjà, quelques commentaires sur lesquels, j'imagine, vous avez des vues et des choses à dire. Pour entrer dans le texte et dans la réflexion que je vais vous proposer, je propose de commencer par ce que je comprends de la décoïncidence et de voir en quoi, non pas l'Europe aurait à bénéficier d'être réactivée par la décoïncidence, mais en quoi l'Europe est fondamentalement un sujet décoïncident, naturellement, spontanément décoïncident, ce qui explique la difficulté des discours à l'appréhender, notre difficulté aussi en tant que citoyens, et j'imagine encore plus aux gens qui n'en sont pas des praticiens du quotidien, comment l'Europe est spontanément décoïncidente, et donc comment les discours habituellement projetés sur l'Europe, qu'ils soient normatifs ou positifs au sens scientifique du terme, sont inadéquats. Et donc ce que je vais faire dans cette proposition, c'est donc d'une part articuler Europe et décoïncidence, et puis en tirer finalement un constat d'inadéquation des principaux discours posés sur l'Europe. Donc ça fera 3 parties, et donc en dernière partie, d'essayer de voir en quoi la décoïncidence permet de réouvrir les possibles et constitue peut-être un moyen de réinsuffler quelque chose dans le projet européen, bien que, à l'issue de tout ça, il ne soit pas du tout évident qu'il soit adéquat de vouloir conserver ce terme de processus, de projet européen, pour qualifier ce dont nous avons question. Donc, en premier lieu, Europe et décoïncidence, l'Europe, un sujet spontanément décoïncident. Et donc, je ne vais pas commencer par l'Europe, mais je vais commencer par la décoïncidence. Donc, comme vous l'avez rappelé, je comprends la décoïncidence non pas comme une méthode, au sens scientifique du terme, ou comme une pratique qui serait réglée, une méthodologie, mais comme un mouvement, un déplacement qui est rendu possible et impulsé par un certain rapport au monde. Et donc, pour moi, de ce que je comprends, de ce que je lis, ou de la manière dont je m'approprie, la décoïncidence implique une certaine phénoménologie, vous l'avez dit, c'est-à-dire une certaine manière de se rapporter au monde. Et pour être très spécifique, effectivement, cette manière de se rapporter au monde, cette relation entre l'humain et ce qui l'environne, se distingue, se caractérise par le fait qu'on ne mobilise pas les 2 facultés que sont la raison et la volonté. Donc, je comprends la décoïncidence comme un certain rapport au monde, certaines relations, certains comportements, qui suspend ces 2 facultés que sont la raison et la volonté, et qui surtout suspend les 2 produits de la raison et de la volonté, que sont à la fois la raison scientifique, donc le modèle, la formalisation scientifique, et la volonté, le produit de la volonté, qui est le projet ou l'idéal politique. Donc la suspension de ces 2 facultés a pour conséquence que le rapport entre l'humain d'une part et le monde d'autre part n'est pas médiatisé, n'est pas intermédié par les productions respectives de la raison et de la volonté, à la fois le modèle scientifique et le projet politique. Par ailleurs, ou en complément, cet élément ne signifie pas que la décoïncidence est irrationnelle ou qu'elle mobilise les passions basses et mauvaises, mais plus simplement, plus naturellement, plus spontanément, cette suspension de la raison et de la volonté permet simplement de mobiliser des qualités humaines plus simples, moins raffinées, comme les facultés d'observation, d'écoute et d'attention, comme il a été dit. Et donc, assez naturellement, la conclusion, la décoïncidence implique une certaine passivité
et mobilise notre attention aux choses telles qu'elles vont, aux événements tels qu'ils se produisent et aux tendances telles qu'elles se déploient. Et donc peut-être le cœur, le pari de la décoïncidence, pour reprendre un terme pascalien, est finalement que cette suspension de la raison et de la volonté, cette suspension de l'idéal et du modèle, sont spontanément productives au sens qu'elles permettent aux dynamiques, aux mouvements et aux tendances qui animent le monde de se révéler. Et donc finalement, cette volontaire passivité, cette attention aux choses, permettent effectivement, dans une approche phénoménologique husserlienne, aux choses de se déployer et de se donner à voir. Et donc, d'un certain point de vue, nous touchons ici au caractère chinois de la décoïncidence, par écart et différenciation aux inclinations de la philosophie occidentale, plutôt que de vouloir définir les choses, plutôt que de contempler la nature des choses, dans un langage plutôt de la philosophie ancienne, ou plutôt que de saisir les faits au travers des modèles scientifiques et de définir ses valeurs, pour reprendre les termes de la philosophie moderne, ancienne, l'esprit humain, ou en tout cas l'être humain, a plus à gagner, à encore une fois suspendre certaines facultés les plus développées pour écouter, percevoir les énergies, les tendances et les dynamiques qui alignent le monde. Et troisième proposition ou troisième compréhension, du point de vue pratique, la décoïncidence, on va essayer de le voir et de l'explorer à une perspective pratique. La décoïncidence est un remède contre les impasses que peut rencontrer l'action humaine. Lorsque la réalité, à la fois, ne se laisse pas enfermer dans les catégories de la raison, donc quand il y a des surprises, quand il y a des surprises épistémologiques, quand les faits ne correspondent pas aux modèles par lesquels on essaie de les percevoir, et lorsqu'il y a aussi la réalité refuse de se plier à la volonté politique, donc quand il y a une résistance du réel à la fois à l'appréhension scientifique et à la volonté politique, c'est peut-être le signe que le temps de la décoïncidence est venu, puisque la réalité se refuse à entrer dans les catégories de la raison et dans l'idéal politique. Et finalement, nous rencontrons ici l'Europe, puisque finalement, qu'est-ce que l'Europe? Donc l'Europe, l'Union européenne, le processus de construction européenne, le projet européen. Donc je laisse volontairement tous ces termes indéfinis à ce stade et je les manipulerai de manière simultanée et encore dans le flou. Et à cette aune, l'Europe est un phénomène manifestement décoïncident puisqu'il ne cesse d'échapper à la fois à la raison et à la volonté, alors que le processus a maintenant été lancé il y a plus de 72 ans par la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950 proposant la création d'une communauté européenne du charbon et de l'acier. Nous sommes finalement toujours incapables de dire à quoi nous avons affaire. Nous ne savons toujours pas ce qu'est l'Europe. Et nous souhaitons toujours qu'elle soit différente, puisque les tenants du projet européen, de la construction européenne, ne cessent de dire, de vouloir et de proclamer que l'Europe doit encore se faire et que donc l'Europe doit être différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc nous sommes dans un mouvement où la décoïncidence est potentiellement utile, en tout cas on pressent qu'elle pourrait être utile, puisque l'Europe, l'objet européen, échappe à la fois à la raison, elle ne se laisse pas catégoriser facilement, et elle échappe aussi à la volonté, puisque nous souhaitons toujours qu'elle soit différente. Et donc nous sommes dans le paradoxe manifeste qui donne son titre à cette conférence, ou à cette réflexion collective. L'Europe est à la fois déjà là, et donc on souhaiterait pouvoir la caractériser. Qu'est-ce que l'Europe? Mais elle doit toujours advenir, puisqu'il faut toujours construire l'Europe. Et nous avons toujours, et en particulier notre président de la République, s'active, se mobilise pour faire advenir une autre Europe qui serait plus forte, plus puissante, plus autonome, plus géopolitique. Et ainsi, la perspective que je vais vous proposer n'est pas que l'Europe gagnerait à décoïncider, donc la décoïncidence n'est pas un remède, mais que l'Europe est un objet spontanément et fondamentalement décoïncident, ce qui explique pourquoi nous avons tant de difficultés à l'appréhender, à la fois comme état de fait et à la fois comme projet qui ne se réalise jamais, puisque l'Europe, malgré tout, 72 ans après, est encore à faire, ou toujours à faire, encore à refaire. Et donc, pour approfondir cette intuition ou cet écart que je vous propose, notre démarche sera simple, sans jouer, sans faire trop de jeux de mots, mais nous allons d'une certaine manière nous-mêmes décoïncider en suspendant à la fois ce que nous croyons savoir de l'Europe et ce que nous voudrions qu'elle soit. Donc, nous ne serons ni des sympathiques membres de la science politique de Sciences Po qui souhaitons catégoriser l'Europe, mais nous ne serons pas non plus des fédéralistes soutenant du projet européen
ou des soutiens d'une autre Europe, qu'elle soit l'Europe sociale ou l'Europe des nations. Nous ne projetterons rien sur l'Europe ce soir, mais nous la laisserons apparaître devant nous. Mais bien entendu, comment est-ce que l'Europe se manifeste à nous? Le problème, la difficulté, la contrainte, c'est que le sujet, objet, c'est déjà trop dire. Donc le phénomène européen ne se laisse pas si facilement observer. Déjà avoir une attention à l'Europe, il me semble que c'est déjà un effort. Et donc l'Europe, essentiellement, me semble-t-il, à part pour les quelques praticiens qui finalement ne sont pas si nombreux, elle nous apparaît d'abord et avant tout de manière assez simple au travers des discours qui sont projetés sur elle. Et donc la démarche que je vais proposer, c'est tout simplement d'écouter, d'analyser, de discerner ce que l'on dit de l'Europe. Et donc je vais vous proposer de décortiquer, ou en tout cas d'écouter, 3 types de discours qui sont prononcés sur l'Europe pour voir en quoi ils correspondent ou ne correspondent pas à, non pas la réalité du phénomène, je n'aurai pas une approche de dévoilement, mais ce qui semble quand même aujourd'hui pouvoir être dit sur l'Europe. Et donc ces 3 discours seront le discours français sur l'Europe. Voilà, nous reviendrons sur le projet de l'Europe tel que vu depuis Paris et tel que réaffirmé par le président de la République. Ensuite, nous nous déplacerons, on prendra le Thalys et on ira à Bruxelles pour voir ce que disent les institutions européennes d'elles-mêmes. Il y a quand même un discours de l'Europe sur elle-même. Et le 3e niveau de discours, ce sera le discours de la science politique, puisque, de manière plus ou moins intéressante, il faut bien le dire, il y a eu une certaine littérature qui a cherché à catégoriser et à qualifier la construction européenne. Et donc ce parcours, cette tripartie, enfin tout simplement cette écoute à ces 3 types de discours, nous amènera à conclure que essentiellement ces discours ne sont pas conformes au phénomène dont nous faisons l'expérience. Et donc l'Europe réelle, telle que je vais essayer non pas de vous la décrire, mais de vous la faire émerger, n'apparaîtra qu'au travers de l'écart manifeste et constant entre ce que l'on dit de l'Europe et la manière dont elle agit effectivement. Et donc l'Europe apparaîtra par différence entre ce que les autorités légitimes disent de l'Europe, qu'elles soient scientifiques ou politiques, et ce que nous, en tant que citoyens, nous pouvons manifestement comprendre de la manière dont elle agit. Et ensuite, nous reviendrons à la décoïncidence pour voir si, oui ou non, cette revue, ce parcours nous aura permis de réouvrir des possibles. Donc maintenant, entrons si vous le voulez bien, et si je ne vous ai pas totalement perdu, dans cette analyse et cette écoute des discours sur l'Europe, et commençons par le principal discours européen dont vous êtes les récipiendaires, ou dont vous êtes les objectifs, donc, comme on dit dans le langage de la communication, donc le discours de la France sur l'Europe, et singulièrement, encore une fois, j'ai rien contre, mais le discours du président de la République sur l'Europe, puisqu'il en a fait le cœur de son action. Donc, depuis 2017 et son émergence sur notre scène civique et citoyenne, Emmanuel Macron a donné une nouvelle jeunesse au projet européen qui était plus ou moins encalminé en France depuis 2005 et le refus majoritaire du corps civique de la Constitution européenne par ce référendum fameux de 2005. Et donc depuis 2017 et jusqu'à aujourd'hui, le président de la République ne cesse de proclamer son intention de renforcer l'Europe, de la rendre plus autonome, plus souveraine, plus géopolitique, en la dotant de nouveaux moyens et instruments. Et donc, effectivement, depuis 2017, la France est ce qu'on appelle dans le jargon communicationnel et médiatique force de proposition. Et donc, nous ne cessons de proposer des nouvelles solutions pour renforcer l'Europe. Il s'agit de soutenir les industries stratégiques, de produire de manière autonome des batteries, de relancer le point nucléaire ou de lancer des programmes de coopération ou de faire un grand Green Deal européen. De ce point de vue, l'action du président de la République apparaît comme parfaitement coïncidente, comme animée par une volonté de coïncidence. Toute son énergie vise à faire correspondre la réalité, la raison et la volonté politique. Donc, comme il le répète assez régulièrement et probablement avec raison, l'analyse déduit de la situation politique actuelle marquée par le retour de la guerre, la rivalité entre les États-Unis et la Chine, la compétition stratégique pour les technologies, la nécessité indubitable d'un renforcement de l'Union européenne.
Et une fois que la France a dégagé cette nécessité historique et politique, une fois que la raison confirme ce diagnostic, la volonté politique s'attache à la faire advenir dans la réalité, d'où il résulte l'activisme français pour approfondir l'intégration européenne, dont j'ai donné quelques exemples. Et donc, 6 ans depuis cette élection de 2017, un premier bilan est éventuellement possible. Et donc, finalement, un moyen d'évaluer l'action de la France et de la considérer comme une production théâtrale relevant d'un certain point de vue du registre à la fois tragique, mais à la fois aussi comique. Il s'agit d'une action théâtrale sans aucune contestation possible, puisque la parole y joue un rôle déterminant. L'action passe essentiellement et avant tout, d'une part, par les discours, donc les grands discours 2017 de la Sorbonne, en septembre 2017, puis après, sous l'autorité et l'égide du Parthénon en grec. Et après, cette parole se transmet, comme vous le savez, dans le principal mode d'action européen, que sont ces fameuses négociations à Bruxelles, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, au niveau des ministres. Cette action européenne, si elle passe par des discours, essentiellement par la parole, par des négociations, a aussi une dimension tragique, évidemment. Ces dernières années, l'Europe a fait face à des graves crises, en particulier la pandémie, puis la guerre en Ukraine, et les responsables européens ont effectivement, et de manière heureuse, dépensé une énergie considérable pour préserver l'unité de l'Europe, par exemple via des achats communs de vaccins ou en imposant collectivement des sanctions économiques à la Russie. Et sans nul doute, la France a joué un rôle déterminant dans ces décisions qu'on peut qualifier globalement de positives, voire même de salutaires. Mais aussi, je pense, de mon point de vue, l'action de la France a aussi quelque chose d'un peu comique dans son aspect de répétition et de dialogue de sourds, puisque ce qui me semble aujourd'hui émerge de manière assez claire, c'est que l'Europe telle que vue par la France correspond assez peu à l'Europe des Européens tels qu'ils sont, et on se demande si les Français ne sont pas les seuls Européens à un certain moment de la discussion civique européenne telle qu'elle se noue sous nos yeux. Donc dès 2017, une première dissonance est apparue, c'est-à-dire que les observateurs de la scène européenne se sont étonnés, par exemple, de ce que la chancelière allemande à l'époque, Angela Merkel, ne réponde rien aux propositions du président français. Donc, nouveau président, jeune, qui annonce sa volonté de faire l'Europe, discours à la Sorbonne et silence allemand, puisque manifestement, la position par défaut de l'Allemagne, c'est que globalement, il vaut mieux ne rien faire. Et ce constat s'est renforcé par la suite, avec ce constat que je pense qu'on peut partager, c'est que si la France a peut-être raison, peut-être le raisonnement français selon lequel l'Europe, face à la Chine, face aux États-Unis, face à la Russie, doit se renforcer, manifestement, l'argument peine encore et toujours à convaincre ses partenaires, même si le bilan n'est pas nul et il y a eu des vrais résultats obtenus ces dernières années. Et donc ici, une sorte de comique de répétition et de situation. La France ne cesse d'argumenter en faveur de l'Europe, mais en étant fréquemment à rebours ou orthogonale, ou en tout cas pas toujours suivie par les Européens. Et donc, d'une certaine manière, l'Europe réelle ne cesse de décoïncider du projet européen de la France. Et donc, il y a un écart, un hiatus permanent entre l'Europe des Européens et l'Europe de la France. Et d'un certain point de vue, ce constat n'a rigoureusement rien de neuf, puisque déjà en son temps, au début des années 1960, le général de Gaulle avait échoué à rallier les États européens autour du plan Fouché, qui visait à avoir une sorte de directoire des grands États pour convenir d'une diplomatie commune qui aurait été indépendante de l'URSS et des États-Unis. Et donc finalement, cet échec récurrent du projet européen vu par la France auprès de ses partenaires européens a, me semble-t-il, une cause bien identifiée, mais vous pourrez en discuter et me contredire. C'est que finalement, le projet européen de la France n'est pas authentiquement un projet pour l'Europe, c'est un projet de la France pour utiliser l'Europe comme un levier de puissance. Et donc, pour trouver l'Europe réelle, il faut décoïncider de la vision française de l'Europe, me semble-t-il. Voilà un premier type de discours qui peut nous être proposé. Et en tout cas que vous recevez régulièrement au travers des médias et des discours de nos hommes politiques. Il y a par ailleurs, c'est-à-dire en France, d'autres discours européens, mais qui ont finalement encore moins de rapport à la réalité, comme les invocations périodiques de l'Europe des nations, ou ce genre de catégories sur lesquelles je pourrais revenir.
Donc maintenant, allons à Bruxelles et écoutons le discours des institutions sur elles-mêmes, voilà, qui est un discours intéressant, différent, et qui peut-être est moins connu, puisque les gens ont peut-être moins d'attention pour le discours de l'État de l'Union de Madame von der Leyen, qu'elle prononce annuellement au Parlement européen, qui pourtant intéresse tous les experts du milieu bruxellois. Donc, ce que l'on appelle parfois péjorativement, mais aussi affectueusement la bulle bruxelloise, développe aussi son discours sur l'Europe. Comme il est naturel et assez raisonnable de leur part, les responsables des institutions européennes cherchent à expliquer aux citoyens européens le sens de leur action et les objectifs qu'ils poursuivent. Il me semble que ce discours peut aussi être compris, et peut être compris sur les deux grandes catégories de la philosophie politique moderne, à la fois l'idéal politique et la nécessité historique. Donc le discours bruxellois est parfaitement hegélien, la nécessité conduit à l'idéal. Donc vu de Bruxelles, l'idéal est toujours vivant, et donc l'idéal, c'est bien entendu cette Europe qui serait enfin, ultimement et authentiquement fédérale. Donc l'Europe fédérale vit toujours, au moins dans certains cercles et dans certains milieux. Comme argument, comme exemple, il n'est pas anecdotique à mes yeux, j'attire votre attention sur ce fait que les responsables européens mobilisent un vocabulaire qui tente à créer et entretenir un parallèle entre la construction européenne et le gouvernement fédéral américain. Donc ces manipulations symboliques, si l'on veut être un peu critique, sont nombreuses. Ainsi, les initiateurs du processus européen sont appelés les pères fondateurs, donc par parallélisme aux pères fondateurs de la Convention de Philadelphie. Donc, Schuman, Monnet, De Gasperi sont les pères fondateurs de l'Europe. La présidente de la Commission européenne prononce un discours sur l'état de l'Union, comme le président des États-Unis. Et enfin, sur un sujet plus technique, mais les multiples propositions de mutualisation des dettes européennes ont été caractérisées de moments hamiltoniens par référence à la décision à la fin du XVIIIe siècle du premier secrétaire d'État au Trésor Hamilton, qui avait acté le transfert des dettes issues de la guerre d'indépendance des États fédérés vers l'État fédéral. Donc, l'idéal fédéral, ou en tout cas la perspective fédérale, demeure vivante. Et par ailleurs, le pendant de ça, c'est que le processus historique, il y a une nécessité historique qui va y conduire. Et donc, le processus d'intégration européenne a son prophète auquel il est régulièrement fait référence. Et là, je pense très singulièrement et très spécifiquement donc, à la phrase de Jean Monnet dans ses mémoires, « L'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. » Et donc, les crises constituent le moteur de l'histoire européenne qui vont mener inéluctablement, aussi long que soit le processus, mais à l'Europe fédérale. Et de fait, on connaît bien le processus maintenant, crise, réunion de crise à Bruxelles, puis sortie de crise, par la création d'un nouvel instrument européen qui prouve que toute crise appelle à plus d'Europe. Et donc depuis 2010, sans être trop jargonnant et technique, on assiste à la création permanente de nouveaux instruments qui visent à résoudre les crises. Donc, à la suite de la crise de la zone euro, la crise des dettes souveraines, on a créé une union bancaire, on a créé un mécanisme européen de stabilité, qui est une sorte de FMI européen. C'est assez technique, j'en suis conscient. À la suite de la crise des réfugiés, 2013, 2014, 2015, de la guerre civile, à la suite de la guerre civile en Syrie, on a renforcé l'agence Frontex pour contrôler les frontières. À la suite de la pandémie, on a créé un mécanisme d'achat commun de vaccins et aujourd'hui, on doit faire l'Europe de la défense dans un contexte où la guerre revient sur le continent européen. Donc, encore une fois, en tant que citoyen, je crois que vous voyez bien le processus. Crise, généralement totalement non anticipée. Réunion de crise, tout le monde va à Bruxelles. Les réunions maintenant durent 24, 48, 72 heures. Et à la fin, on appelle le doorstep, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement parlent à leur presse nationale pour leur dire voici ce que nous avons négocié. Et généralement, c'est pas le Big Bang, mais c'est un nouvel instrument, un nouveau crédit budgétaire, une nouvelle mesure collective qui va permettre de dépasser la crise et qui, par le truchement de la crise, aura fait avancer l'Europe. Avancer vers quoi? On ne sait jamais trop, mais vers plus d'Europe et mieux d'Europe. Je pense vraiment que c'est la manière essentielle dont l'Europe aujourd'hui apparaît aux yeux des citoyens, un processus dirigé par les crises, chaque crise étant douloureuse, mais le discours européen renverse dans une sorte de dialectique la crise en phénomène positif qui fait avancer l'Europe. Mais il me semble quand même que l'Europe réelle décoïncide aussi de ce discours tenu par les institutions européennes et de deux manières.
d'une part, mais on est là aussi pour exercer notre jugement, comme je le disais, la perspective fédérale est, à mon sens, aujourd'hui définitivement passée au sens de l'opportunité historique, aurait pu être saisie, mais ne l'a pas été. Finalement, ces crises, depuis 2008-2010, ont montré que les authentiques institutions fédérales, que sont la Commission et le Parlement européen en particulier, n'avaient pas suffisamment de légitimité démocratique pour assumer de nouveaux pouvoirs, et ainsi seuls les États, et en réalité au-delà des États, il ne faut pas hypostasier, mais les chefs d'État et de gouvernement, qui ont leur mandat national, démocratique, sont les seuls à collectivement, par consensus, pouvoir déterminer les nouvelles mesures et pouvoir apporter des solutions appropriées aux crises. Ainsi, le processus de Collaboire n'est pas un processus de fédéralisation de l'Europe par les réponses aux crises, mais bien un processus de délégation technique et d'attribution de nouvelles compétences à l'Europe, d'ailleurs parfois à des instances ad hoc et autonomes du droit de l'Union, comme le mécanisme européen de stabilité auquel j'ai fait référence. Et donc, à mon sens, je pense qu'on peut l'observer, je peux le partager, mais la fenêtre d'opportunité du fédéralisme, qui s'était ouverte avec le traité de Maastricht de 92, est aujourd'hui close. La seconde des coïncidences, le second écart entre ce discours et l'Europe telle qu'elle se fait, c'est qu'à mon sens, il n'est pas si facile quand même de dire que toutes les crises, aussi dures soient-elles, renforcent l'Europe, puisqu'il n'est pas si aisé de dire si les crises font avancer ou reculer la construction européenne. Donc depuis 2010, les crises s'accumulent, crise de la zone euro, crise des réfugiés, pandémie, guerre, mais ce qu'on voit aussi, la tendance qui s'impose, c'est quand même aussi la révélation, l'aggravation, l'approfondissement des dissensions internes entre les États. Donc sur la politique économique, entre le Nord, l'Allemagne, les pays vertueux, le Sud, la Grèce d'abord, mais aussi jusqu'à la France, les pays peu vertueux sur le plan budgétaire. Donc là, il y a un foyer de dissension. L'état de droit, très important, entre l'Union européenne, la Pologne et la Hongrie, qui est quand même une zone de fracture extrêmement importante. Dissension aussi, évidemment, avec ce partenaire qu'est le Royaume-Uni, est-il dedans, est-il dehors? Quelle est la contribution de la civilisation anglaise à la civilisation européenne? Et aussi dissension qu'on voit apparaître, évidemment, vis-à-vis des grands acteurs. Jusqu'aujourd'hui, il y a une unité vis-à-vis de la Russie, mais on voit quand même qu'il y a des différences d'approche, et vis-à-vis de la Chine, des États-Unis, manifestement, il y a aussi des perspectives différentes. Et finalement, cette dimension externe est peut-être le meilleur juge de paix pour savoir si l'Europe avance ou recule aujourd'hui. Et peut-être que le point le plus critique, c'est que vu de Washington, de Moscou, de Pékin, on ne sait plus si l'Europe apparaît comme un acteur international en voie d'émergence ou comme un ensemble économiquement fragile et politiquement disparate. Voilà pour ce qu'on pouvait, voilà ce que je vous propose pour essayer de qualifier ce deuxième niveau de discours. Et plus rapidement, je vais essayer de couvrir, de brosser le troisième niveau de discours pour ensuite essayer de voir en quoi on pourrait réouvrir quelques possibles. Donc, ce troisième niveau de discours, c'est tout simplement pour voilà, ne plus être dans le projet, l'idéal politique, mais dans plus les catégories scientifiques. C'est que, évidemment, la construction européenne, l'Europe, est un sujet à la fois passionnant et difficile pour la science politique. Elle a là un objet de choix qui s'est offert à elle depuis les années 1950 pour essayer de la qualifier et d'en comprendre les tendances. De manière plus générale, l'activité scientifique vise à rassembler la pluralité des phénomènes sous des catégories générales qui visent à rendre compte de leurs caractéristiques communes et de leurs mécanismes de développement ou des causes qui expliquent leur dynamique. Or, il faut noter que l'Europe s'apparente à la fois à un objet nouveau, mais aussi un objet sui generis, puisqu'il n'existe qu'une Europe, et que je crois qu'il est notable qu'aucun autre continent ou aucune autre sphère civilisationnelle n'a engagé un processus tel que les nations européennes l'ont engagé. Donc très rapidement, vous ne savez ou vous ne savez pas, mais c'est pas très grave, mais il y a tout un tas de théories produites sur l'Europe, néo-réalistes, néo-fonctionnalistes, néo-fédéralistes. Tout un tas de catégories ont été produites pour savoir si l'Europe est une démocratie à multiniveaux, si c'est une confédération, une fédération,
Voilà, un gouvernement cosmopolitique avec les penseurs allemands comme Habermas ou Richbeck, ou au contraire, est-ce que l'Europe n'aurait pas une dimension un petit peu néo-médiévale? Est-ce que ça ne nous rappellerait pas le Saint-Empire romain germanique? Donc, la science politique a produit un certain nombre de catégories, avec donc ce fait que toutes ces catégories ne renvoient qu'à cette seule réalité, puisqu'aucun autre région du monde n'a engagé un tel processus d'intégration. Mais il nous semble que la compréhension du phénomène gagne précisément à ne pas s'engager dans cette voie de la définition et de la catégorisation, mais qu'il convient plutôt d'appréhender l'Europe, historiquement et phénoménologiquement, comme elle se montre, à savoir comme un processus, comme une dynamique, comme une tendance. Et donc, finalement, pourquoi même essayer de proposer quelque chose de positif au sens premier du terme, de descriptif? Qu'est-ce qui émerge non pas fondamentalement, mais premièrement, quand on suspend ces discours, à la fois relèvent du projet ou des catégories. Je vous proposerai deux constats ou deux caractérisations qui nous permettront ensuite d'avancer. D'une part, il me semble important de retourner à l'origine du phénomène, c'est-à-dire au moment où l'Europe a pris forme et à l'impulsion initiale qui finalement oriente toujours la situation dans laquelle nous sommes. Et donc cette impulsion initiale, c'est clairement l'après-guerre, post-1945. Donc l'Europe naît d'un discours, j'y ai fait référence, le discours Robert Schuman, 9 mai 1950, qui est aujourd'hui la journée de l'Europe. Donc la proposition de la France de créer une nouvelle organisation politique autour du charbon de l'acier, puis ensuite traité de Rome, Maastricht, tout le processus. Et donc 1945-1950, quelles sont les principales tendances qui donnent naissance au projet européen? Trois faits me semblent avérés. D'une part, l'Europe naît de la situation politique interne. La France et l'Allemagne, qui ont respectivement, d'une certaine manière, perdu en 1940 et en 1945, sont trop affaiblis pour à nouveau se faire la guerre et pour jouer un rôle mondial significatif. Ce sera aussi le cas de la Grande-Bretagne, comme vous le savez, en 1956, avec la France, où la France et la Grande-Bretagne comprendront que les États-Unis et la Russie jouent sur une autre catégorie avec l'opération de Suez. Donc, il y a quand même une dynamique d'affaiblissement des nations européennes, des nations post-impériales. D'autre part, 45-50, c'est évidemment la menace soviétique. Et enfin, la différence en 45, c'est que les États-Unis, à rebours de leur choix des années 1920, restent en Europe comme garant de la sécurité au travers de l'Alliance atlantique. Et donc, finalement, ces trois dimensions expliquent la figure prise par l'Europe à sa naissance et qui me semble aujourd'hui encore expliquer les principales tendances auxquelles nous faisons face. Donc, l'Europe est un processus initié et contrôlé par des nations européennes en voie d'affaiblissement structurel, et donc qui constitue l'Europe à la fois pour rétablir l'intégration économique régionale, gérer leurs différends et retrouver un levier pour parler plus haut et plus fort au niveau international, dans un contexte néanmoins où les enjeux stratégiques, militaires, sont régulés dans le cadre atlantique avec les États-Unis et contre la Russie. Et donc finalement, à la fois ces grandes tendances expliquent la physionomie prise par l'Europe, à savoir la voie de l'intégration par l'économie, par le marché, qui est ce qui constitue aujourd'hui encore l'essence de la puissance européenne. Mais cette Europe est toujours articulée dans la grande relation transatlantique dont relèvent les grands enjeux stratégiques. Et la question de la Russie, en est-elle, n'en est-elle pas? Est-elle un ennemi qu'il faut dissuader? Ou peut-il y avoir un gentleman agreement? Constitue encore et toujours, plus que jamais aujourd'hui, un sujet posé. Et donc finalement, dans ces grandes tendances, pas grand-chose n'a changé depuis lors, si ce n'est finalement la bascule historique de 1990, avec la grande reconstitution de l'Europe réelle, de l'Europe véritable, avec la rejointe des Européens de l'Est qui ont échappé, qui se sont émancipés de la tyrannie russe pour rejoindre la liberté et l'Alliance atlantique. Donc, finalement, ces tendances de l'après-guerre, d'un point de vue, restent pour une grande partie valables. Des nations qui mettent en commun leur économie pour avoir un surcroît de puissance, mais cette économie n'a toujours pas basculé dans la constitution d'une puissance authentique et d'une puissance complète, puisque les États-Unis restent un élément majeur et un contributeur majeur de la défense européenne, et la Russie reste un opposant ou un adversaire. Premier constat,
première famille de constats. L'autre famille de constats sur laquelle je souhaite attirer votre attention, c'est, je l'ai déjà mentionné, et je l'ai redit en parlant du discours scientifique, il me semble approprié d'assumer et de faire sien le caractère fondamentalement indéfini et flottant de l'Europe. Jusqu'ici, et si vous me suivez, je n'ai pas défini l'Europe. Je vous ai même proposé de ne pas définir l'Europe, de ne pas nous engager dans la recherche de la bonne catégorie qui permettrait de dire ce qu'est l'Europe. Je ne sais pas si, quand je parle de l'Europe, est-ce que je parle des institutions de l'Union européenne ou de l'idéal européen d'une Europe intégrée et fédérale. Je laisse ça voilà, à l'appréciation en fonction du contexte. Et donc, l'objet européen ou le sujet européen est fondamentalement indéfini et flottant. Les manifestations sont extrêmement nombreuses. D'une part, les frontières de l'Europe, qui est quand même un facteur majeur pour définir une communauté politique, sont fondamentalement incertaines. Le Royaume-Uni est parti, ce qui a effectivement constitué une rupture par rapport à la théologie européenne, qui est que l'Europe s'approfondit et s'élargit. Donc, quelqu'un est parti. Il le regrette manifestement, il pourrait revenir, mais le Royaume-Uni est parti. Aujourd'hui, encore une fois, avec les événements à l'Est, quand même de manière extrêmement notable, l'Ukraine, la Géorgie accèdent au statut de candidat. Donc, dans une certaine perspective, l'Ukraine, la Géorgie seront membres de l'Europe. Est-ce que ça va changer la nature de l'Europe? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce que c'est que la nature de l'Europe, mais potentiellement, l'Europe va s'agrandir avec une superficie en termes de géographique, politique et démographique, aura évidemment des conséquences très importantes. Mais évidemment, comme vous savez aussi, la Turquie candidate depuis les années 1960 et n'a jamais été aussi lointaine d'adhérer. Donc, on peut être candidat pendant plusieurs décennies, voire même le siècle. Donc, on n'en sait rien. Et ça, je parle des frontières externes, mais comme vous le savez ou pas, il y a aussi de nombreuses frontières internes, au sens où toutes les politiques publiques de l'Union européenne ne sont pas les mêmes pour tous les États membres de l'Union européenne. Singulièrement, le traité de Maastricht dit que l'euro est la monnaie de l'Union, mais tous les pays de l'Union n'ont pas l'euro comme monnaie nationale. Donc c'était le cas singulièrement du Royaume-Uni, qui avait même ce qu'on appelle un carve-out légal. Il avait négocié dans les traités le fait qu'il n'était pas obligé de rejoindre l'Union. Et aujourd'hui, un grand État membre comme la Pologne n'a pas l'euro, et la situation devrait perdurer un certain temps. Et donc il y a tout un tas de dégradés et de différences dans les politiques internes de l'Union européenne, et singulièrement sur la monnaie unique. Et donc, contrairement à une expression commune qui est manifestement fausse, l'Europe n'a rien d'un bloc, mais constitue un ensemble dont les contours externes et les contours internes sont flous, évolutifs et voilà, évoluent en fonction des tendances internes ou externes. Dans le même ordre d'idée sur ce caractère flou et assez largement indéterminé, l'une des caractéristiques de l'Europe est son hétérogénéité institutionnelle. Il y a certes ce que vous connaissez, les États membres, les grandes institutions, la Commission, le Parlement européen, mais globalement, on a vu que quelqu'un comme le président ou aujourd'hui la présidente française de la Banque centrale européenne dispose d'un pouvoir extraordinaire, celui de créer de l'argent fiat, ex nihilo, et que évidemment le président de la BCE est largement plus puissant que cet honorable président de la Croatie ou de la Slovéquie, dont d'ailleurs, tout le monde ignore le nom, il faut bien le dire. Donc il y a une hétérogénéité institutionnelle au sens où, contrairement à un schéma cartésien du système fédéral, voilà, il y a le Sénat, des États fédérés, des institutions fédérales, il y a ici des hétérogénéités manifestes qui se sont révélées au cours de ces dernières années. Je ne sais pas trop si je vous ai perdu ou si vous me suivez. En tout cas, j'arrive à mon dernier point, qui est donc, je ne souhaite pas poser la question de l'espérance. Je ne sais pas s'il faut espérer ou désespérer de l'Europe, c'est pas mon sujet, vous l'aurez compris, mais juste proposer ou envisager avec vous si la décoïncidence peut nous apporter quelque chose, à la fois à l'Europe, mais peut-être que surtout ce qu'il faut changer, c'est notre rapport à l'Europe, et voir ce que nous pouvons en attendre. Donc, finalement, in fine, quand même, qu'est-ce qu'on peut raisonnablement en espérer. Donc, ces deux constats que j'ai dressés sur, finalement, les tendances historiques qui expliquent l'Europe et son caractère flou et largement indéterminé, nous ramènent assez naturellement à la décoïncidence. Donc, plutôt que de répondre à une nécessité historique
ou d'être animé par un télos fédéral, un idéal fédéral final. L'Europe effective, telle qu'elle existe, quand même, tentative de définition, est une dynamique historique qui a donné naissance à un système complexe, flou et indéterminé, mais tout à fait vivant. Je ne suis pas dans la nécrologie. L'Europe est peut-être difficile à qualifier et à appréhender, mais l'Europe est tout à fait vivante. Elle mobilise un certain nombre de politiques publiques, de fonctionnaires, des budgets, des règles de droit, une monnaie unique, et donc tout un tas de dispositifs qui évoluent, qui réagissent aux crises, qui vivent. Donc l'Europe est vivante, mais elle prend cet aspect d'une tendance historique un peu inéluctable, mais qui n'a pas non plus de télos. On va, mais on ne sait pas où on va, et on va vivre avec ce mouvement. Et donc pour comprendre l'Europe, il faut donc décoïncider. L'Europe est un phénomène fondamentalement décoïncident. Et donc, il ne faut pas chercher à la catégoriser, à l'enfermer dans une boîte que la raison scientifique aurait produite, ni à vouloir la voir au travers de la nécessité historique et au prisme de l'idéal européen, du projet européen, tel qu'à la fin, on voudrait que l'Europe soit une Europe puissante, une Europe fédérale, une Europe démocratique, une Europe sociale, une Europe des nations, quelle que soit votre vision de ce que devrait être l'Europe. Mais je pense qu'on peut le dire, si l'Europe est vivante et bien vivante, elle n'en est pas moins dans une sorte d'impasse. Impasse qui est assez simple. L'Europe est trop intégrée, elle est trop avancée, il y a trop de solidarité effective entre les Européens au niveau des sociétés, des économies, des politiques, pour se désintégrer. Donc le Brexit n'est pas une perspective, un Brexit général n'est pas une perspective, mais à la fois elle est trop divisée, trop parcellisée, trop complexe pour un jour faire ce saut fédéral pour que les Européens puissent prendre enfin cette décision politique de se constituer en une fédération et en un corps politique semblable finalement aux États-Unis. Et donc, trop mais pas assez, au milieu, toujours mouvant, tout ça nous amène à notre constat principal, l'Europe réagit plutôt qu'elle n'agit, elle est soumise à des pressions internes et externes, elle réagit aux crises qui amènent à des solutions, mais c'est un mouvement qu'elle ne gère pas elle-même son propre mouvement. Or, d'après François Julien, décoïncider doit permettre de rouvrir des possibles. Et donc, aujourd'hui, à l'issue de cette réflexion, quels possibles pourrait-on envisager? J'en verrai deux, à la fois peut-être pour l'Europe elle-même et à la fois sur notre rapport à l'Europe. Donc, pour l'Europe, à l'issue de cette réflexion, on peut peut-être avancer, je ne l'ai pas démontré, mais c'est une sensibilité difficilement contestable, que le renforcement de l'Europe est souhaitable, voire même possible, et probablement possible de faire mieux, comme on dit dans le jargon, d'aligner les Européens, qu'il y ait des opérations communes, plus d'aide à l'Ukraine, plus de solidarité entre les pays européens, plus de batteries électriques pour les voitures électriques européennes. Donc il est probablement possible de faire plus vite, mieux, ensemble, mais manifestement, ce mieux tend à aboutir à la bascule au moment décisif, au kéros qui nous ferait basculer dans une fédération. Donc ce mieux est possible, envisageable, souhaitable, mais il ne viendra pas de la sphère institutionnelle, mais évidemment d'une action commune et effective des Européens eux-mêmes. La relance, l'accélération, en tout cas le mieux européen, faire mieux ensemble, pose évidemment la question de l'activation des démocraties, des citoyens, des gens, comme dirait Mélenchon, tentative qu'avait fait notre président avec sa convention citoyenne européenne, mais qui a fait un peu cheat dans un contexte de Covid. Et donc finalement, si la solution ne viendra pas de la sphère institutionnelle, qu'elle soit à Paris, à Bruxelles ou à Berlin, peut-être que l'action prioritaire, la plus décoïncidente par rapport au discours que nous avons passé en revue, ne doit plus être de parler de l'Europe, de projeter un idéal ou des catégories sur l'Europe, mais de faire se parler et dialoguer les Européens entre eux, en relançant une politique active d'apprentissage des langues européennes, de traduction des œuvres, et de lancer, non pas de lancer, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir un commandement, mais bien une impulsion d'une véritable réflexion civique européenne, commune, de manière à ce que les Européens effectifs, les citoyens européens que nous sommes tous, puissent à nouveau partager et se comprendre. Puisque effectivement, je pense, et vous partagerez cette perspective, que l'un des éléments les plus importants, les plus négatifs ou inquiétants du diagnostic européen, c'est bien que les Européens ne se comprennent plus entre eux et que l'anglais est clairement devenu le seul médium
de discussion entre les Européens, donc je peux certifier que enfin voilà, tout passe par l'anglais et que quelques Allemands résiduels parlent français, aucun Français ne parle allemand et aucun Français ne parle italien, et donc tout passe par l'anglais. Et donc finalement, peut-être qu'une action, oui, une impulsion serait de relancer ce dialogue interculturel, ce dialogue entre les démocraties nationales, puisque c'est de là que pourrait voilà, ressortir non pas des solutions au sens des politiques publiques, mais en tout cas de partager un sentiment commun. Et là encore, la guerre en Ukraine donne l'occasion de rassembler un affect et une appréciation commune d'une situation grave qui manifestement appelle des solutions et des actions conjointes. La deuxième piste que je souhaiterais vous proposer, c'est peut-être la décoïncidence finale ne concerne pas l'Europe elle-même, mais le rapport que nous avons à l'Europe. Et peut-être qu'on pourrait décoïncider en convenant qu'à l'issue de cette réflexion, l'Europe n'est pas quelque chose de si important. Peut-être que, voilà, ce que je vous voyez, c'est voilà, un certain nombre de problèmes qui se posent aussi à la société française et au niveau international, pour que l'Europe, et c'est quelque chose de, voilà, d'important, un certain nombre de politiques publiques se discutent au niveau européen, la transition énergétique, la stabilité financière, tout ce que vous voudrez, la politique industrielle, tout ce que vous voudrez. Mais finalement, l'Europe n'est pas la solution à la plupart des problèmes politiques qui se posent aujourd'hui à la communauté française et à la communauté internationale. Donc je dirais que finalement, l'Europe a pris trop d'importance dans notre débat public. Et constitue une sorte de vol de perspective, soit qu'on soit vraiment pour, il faut faire l'Europe, il faut la refonder, soit qu'on soit contre, il faut en sortir, l'Europe ultra-libérale ou l'Europe fédérale qui œuvre contre la démocratie française. Mais finalement, trop d'espoirs ont été mis dans l'Europe et trop de réactions négatives en ont résulté. Mais pour aller même plus loin, et pour mettre un peu de densité à cet argument, objectivement, la plupart des problèmes de la société française ne seront pas résolus par l'Europe. Ce n'est pas la Commission européenne qui va rétablir les hôpitaux, l'éducation nationale et nos entreprises, ou résoudre nos problèmes d'intégration, si vous pensez qu'il y a des problèmes d'intégration. Donc la plupart des problèmes de la société française dépendent essentiellement de la société française elle-même, et l'Europe n'est ni un problème ni une solution, c'est juste pas l'échelon pertinent. Et d'autre part, en parlant, et je reviendrai pour conclure au discours français sur l'Europe, mais en parlant d'Europe, manifestement quand même, comme une volonté de rétablir une puissance européenne qui soit, on va dire, non alignée entre les États-Unis et les autres grands, peut-être qu'on perd un élément central de la discussion. Cet élément central de la discussion, il est potentiellement polémique, mais je le mets sur la table, c'est l'Occident, et donc notre relation aux États-Unis. Et qu'au-delà du cadre national, finalement, la communauté politique, la civilisation éventuellement, si on est autorisé à utiliser ce terme, mais en tout cas la communauté politique, l'alliance, voilà, la plus déterminante au-delà de la nation, c'est peut-être l'Occident, entendu comme les nations européennes et les nations auxquelles elles ont donné naissance par le processus de colonisation, donc singulièrement les États-Unis. Mais les États-Unis, qui sont des Européens installés aux États-Unis par des moyens plus ou moins violents et qui partagent avec nous un certain nombre de valeurs, la démocratie libérale, à qui nous avons donc une alliance militaire majeure, et dont nous savons bien, in fine, que peut-être que l'Europe se fera si l'Occident se défait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui apparaît quand même, voilà, l'événement potentiel qui pourrait tout accélérer et tout décider, c'est évidemment si les États-Unis, dans un retour de Trump ou d'un Trump 2.0, en venaient à voilà, vraiment changer complètement de braquet vis-à-vis de l'Europe, d'une position beaucoup plus agressive, voire même soit dans une logique de domination, soit au contraire une logique d'implosion vu la nature des divisions aux États-Unis. Et donc, si jamais il y avait finalement cet événement, pour le coup, cet incommensurable, alors peut-être que l'Europe se fera par la déliaison de l'Occident, entendu comme cet espace
cette communauté politique et de valeurs autour de la démocratie libérale qui liait les deux pôles de l'Atlantique. Mais à partir du moment où finalement, aujourd'hui, je pense qu'on évite clairement cette question de dire qu'est-ce que l'Europe par rapport à l'Occident, à la fois du point de vue des valeurs et du point de vue de la communauté politique, finalement, on ne traite pas la question. Et donc, peut-être que voilà, décoïncidons en n'espérant pas trop de l'Europe, en plaçant le juste niveau d'espoir et d'intérêt au niveau européen, et décoïncidons en s'attachant voilà, à essayer de positionner l'Europe par rapport à l'Occident, puisque ce sont finalement les deux ensembles auxquels nous appartenons, et leur conjonction, leur point à la fois de jointure et leur manifeste dissociation aussi, voilà, pourrait faire l'objet d'une autre intervention si vous avez survécu à celle-ci. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention et voilà. Il me pose des questions. En ce moment, c'est pas juste des questions, mais Herzog, si je me permettez. Je suis très largement d'accord avec vous. Je veux d'ailleurs préciser que je suis englouti dans les institutions et les associations sur l'Europe depuis 33 ans. Et j'ai toujours pratiqué la décoïncidence, j'ai toujours dépassé par rapport à des discours avec la raison des discours et des réalités. Et c'est vrai que Macron, il revient, tout le monde en comprend. Il y a beaucoup de mots, très peu de réalisation. Mais bon, mais c'est pas Macron le sujet. Je vais tout de suite, pour approfondir certains aspects de votre propos, et pour vous interroger sur ce que je dis, vous paraît, comment dire, pertinent. Tout doit nous pousser à mieux contextualiser. Et je donne 3 exemples, je ne vais pas trop développer, mais ils sont sur l'idée d'Europe. Et entre parenthèses, je pense que je ne lâche pas l'idée de régénérer les idéaux à partir d'une décoïncidence. Écoutez François Jonas. Alors, trois moments d'événement, précisément, c'est très juste dans cette approche. Après la Deuxième Guerre mondiale, événement s'il en est un. Karl Jaspers, 1946. Ce qui commence aujourd'hui, c'est la fin de l'histoire universelle, entre parenthèses telle que les Européens l'ont portée, et c'est le début de l'histoire de l'humanité. Anticipation majeure. Ce n'était pas possible de coïncider à ce point-là à l'époque, mais c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est sur ce premier point. Pour le père Jasper, c'est le triptyque liberté, science, histoire. Les libertés ont pris appui sur les sciences pour vouloir faire l'histoire. Et puis, il dégage le compte. C'est très juste. Ça se casse la figure, c'est très clair. Mais avec les risques aussi afférents à la décomposition d'une idée porteuse, parce que le bon peuple, il cherche un sens quand même. Il cherche un sens. Il voit bien qu'on est confronté à un énorme problème que nous ne maîtrisons pas. Donc, ça c'est mon premier point. Je ne sais pas si vous connaissez Jaspers, mais je crois que c'est très important. Il était anti-citoyen du monde, l'idée de lui, différence avec Kant. Kant lance l'idée, et Jaspers peut la faire passer dans la réalité, appelle à y penser dans la réalité. Mon deuxième point, pour corriger un peu sur Jean Monnet, je suis membre de Jean Monnet, mais je vais travailler un peu là-dessus. Moi, la meilleure citation n'est pas celle, justement, que récupère l'Union européenne, qui est banale, parce qu'elle reproduit, comme vous dites, l'essence de ce qu'ils pensent, que par petits pas, on y arrive. Il est faux, imiter les États-Unis, grosse erreur. Décoïncider avec l'image américaine et avec le rousseauisme du traité constitutionnel, il le faut. Ça est vrai. Mais Jean Monnet a cherché à décoïncider. Sa formule, la meilleure, c'est nous ne coalisons pas des États, nous fédérons des peuples.
Faire décoïncider l'idée d'État ou de régime politique et celle de peuple est fondamental. Il n'a pas réussi, évidemment. On va dire oui, mais il a quand même fait un comité d'action contre le numérique. Sauf qu'il a décoïncidé aussi sur la méthode. Il y a la méthode. La méthode, c'est pas la suppression de la nationalité. Il a eu le fait de quitter la présidence de la commission, il s'est barré. Sa méthode, c'est solidariser les peuples. Solidariser les peuples. Ça rejoint ce que vous dites, d'ailleurs, ce qu'il faut faire. Unir des peuples et solidariser, c'est se tourner vers les gens. Alors, je ne comprends pas. Et ça, le Jean Monnet, il n'a pas réussi lui-même. Mais alors, pour la petite histoire, c'était pas du tout le partisan du traité de Rome. Il voulait continuer sur la solidarité avec la défense, les transports, l'énergie, bâtir ces solidarités concrètes et non pas cultiver un rêve fédéral, même si dans sa tête, c'était encore dans la tête de l'époque, c'était le seul référent, pour vous l'imaginer, mais c'était pas son propos. Et il ajoutait d'ailleurs, le véritable fédérateur, c'est la méthode. C'est pas le traité constitutionnel ou autre bazar. Et à la fin de sa vie, il dit, bon, désabusé, mais pas, ce ne sera pas une communauté, mais ça quand même une union. Je ne peux pas idéaliser Jean Monnet, mais c'est très important. Tentative de décoïncidence début des années 50. Et le troisième exemple, c'est aujourd'hui, là, il faut qu'on pousse. Beaucoup dans l'entendement, mais à la fin, je suis coïncidé. Je ne suis pas d'accord sur le fait que c'est pas important. C'est très important d'arriver à. Notre vie quotidienne dépend de ce que l'on fait, et ne serait-ce que la politique monétaire, évidemment, mais pas seulement. On est complètement enfermé dans un Occident privé par les Américains, là on n'a pas déclassé, c'est clair, et dans un système de gouvernance techno-bureaucratique et juridique. Donc, il faut arriver à sortir un peu de ça, sinon toute institution se décomposant ou alors face aux obstacles prenant de mauvaises bifurcations, va faire très mal dans sa désintégration. Donc c'est un vrai sujet. Mais aujourd'hui, on a le nouveau contexte. Voilà. Vous avez esquissé tout au début l'Ukraine. Comment on va prendre l'Ukraine? Là, il se joue des choses énormes. Moi, ce que j'en vois, c'est qu'on recolle à l'atlantisme, on recolle aux Américains, qui eux-mêmes ont une logique pas du tout celle qui nous intéresse, qui est de reprendre la suprématie qui est menacée par la Chine et par d'autres facteurs internes d'ailleurs aussi. Coïncider avec les États-Unis aujourd'hui, c'est une folie. Mais coïncider aussi, ils le font en cultivant l'idée de l'opposition de deux blocs. Il faut décoïncider avec l'histoire des deux blocs. C'est dramatique. Ça provoque le surarmement partout, pas seulement les États-Unis, j'entends bien les eux-mêmes. Le surarmement, tout ça conduit, deux blocs et surarmement conduit à la guerre totale. Nous retrouvons des défis comparables et différents, mais aussi graves que ceux du XXe siècle, à mon avis. On va déplacer l'accent très long. Et en termes de projets concrets, il faut éduquer à l'Europe, approcher les peuples, dialoguer. Très juste. Et de l'Europe, il y a un gros travail en ce moment sur l'enseignement de l'Europe dans les différents pays européens. Peau de chagrin. Commencer par chez nous. On ne peut pas dialoguer si c'est leur sujet. Merci beaucoup. Je pense que vous avez bien compris ce que je voulais dire. Deux remarques ou deux petits points. Le fédérateur, c'est la méthode. C'est quand même c'est bien le problème, quand même, pour le coup. C'est qu'aujourd'hui, il ne reste plus que la méthode. Il ne reste plus que la capacité de l'Union européenne, la crise, le sommet, le communiqué de presse, puis la machine commission qui produit son texte, qui dit je vais mettre 10 milliards sur les vaccins, et puis voilà. Oui. Aujourd'hui, l'Europe, ce n'est plus qu'un processus qui est régi à ses tendances internes et aux chocs externes de crise. Mais
je ne dis pas d'être pour ou contre, je veux dire, j'ai pas d'autant, mais le problème, c'est bien ce sentiment que il n'y a plus que le processus, il n'y a plus que la méthode qui lie ensemble comme une sorte de faisceau. Voilà. Et du coup, enfin voilà, ce que je dis est riche et mesuré, mais voilà, ce genre de chute, il faut éduquer à l'Europe. Ça me semble vraiment pas ce qu'il faut faire. Parce que voilà, pas la société, mais qu'est-ce que ça veut dire éduquer à l'Europe? Parce que ça peut dire vraiment deux choses extrêmement différentes. C'est-à-dire que est-ce que ça veut dire on va faire des cours d'éducation civique pour expliquer aux élèves de troisième quel est le triangle institutionnel? Donc non, c'est pas ça. Et on est bien d'accord que ça nous constitue un niveau de la. Ou est-ce que c'est éduquer, mais du coup c'est une question beaucoup plus profonde, à l'histoire des Européens entre eux. Mais là, effectivement, dans ces cas-là, on est pris dans un sujet que je n'ai pas évoqué, mais il me semble fallait évoquer la question des langues, et en fait, la régression quand même extrêmement frappante du multilinguisme européen entre les jeunesses européennes, pour les Européens eux-mêmes, c'est déjà bien au-delà des jeunes uniquement. Mais cumulé avec, par ailleurs, pour l'ignorance, ça vouloir être totalement réactionnaire, mais quand même une montée de l'ignorance historique, qui est comme un fait, me semble-t-il, absolument majeur. Et même aussi, est-ce que la production scientifique, les intellectuels, sont-ils intéressés à cette dynamique de partage entre les nations? Là, deux remarques factuelles. J'en parlais avec Pierre Manon, qui a été cité en introduction, mais lui, je vais le citer, même lui dire ce qu'il m'a dit, mais juste une petite remarque en passant. Il disait qu'à l'EHESS, quand il y était encore, quand il y a un Allemand qui arrive, tout le monde n'en a rien à faire. Quand il y a l'Américain qui arrive pour expliquer une nouvelle théorie, tout de suite, le HESS met ses plus beaux atours. Donc, il faut aussi voir, on parle d'Europe partout dans les sphères académiques, mais finalement, le tropisme américain à tous les niveaux, que ce soit par Netflix ou au niveau académique, demeure absolument prépondérant. Et finalement, on ne s'est jamais autant américanisé que ces dernières années via le numérique. Et aussi d'autres choses que j'ai... Enfin là, il y a eu une bonne série d'émissions de podcasts sur le livre de Georges Duby sur l'histoire des femmes, fin des 80, 2090, avec Michel Perrault. Et en fait, ce livre a été publié simultanément en français et en italien, de ce que je comprends, voire d'autres langues. Aujourd'hui, sous toute réserve, ce sont des choses qui n'existent plus aucun livre n'est conjointement paru par une maison d'édition française et une maison d'édition italienne. Donc, voilà. Donc ça, c'est des... Voilà. On peut encore une fois parler. Après, il y a des tendances où l'américanisation et la connaissance réciproque des peuples européens est plutôt en régression. Enfin, l'américanisation est top force et la connaissance réciproque est en régression. Donc, je pense qu'il faut quand même se mettre d'accord sur le niveau du problème, et que dire on va éduquer à l'Europe fait face quand même à des obstacles, des tendances de plaques forts et des tendances assez négatives. François, pardon. Oui, excusez-moi, c'est tout. Pas vraiment une nuance tout à fait des choses, ayant organisé il y a très très longtemps une immense rencontre des 6 semaines entre Allemands et Français sur ces questions-là. Il y a aussi beaucoup travaillé avec ce qu'on devait faire un grand colloque à niveau sur l'Europe. Je suis alors tout à fait d'accord. C'est descriptif de notre. Oui, dans l'aspect descriptif et aussi sur certains points d'analyse. Mais en même temps, je m'interroge. Vous avez raison. Impossible définition, ni géographique, ni politique, ni etc. Comment la définir? Mais moi, ce qui m'inquiète, là où je ne vous ai pas senti être véritablement dans cette notion de décoïncidence, c'est qu'en arrière-plan de tout ce que vous avez dit,
il y a des jugements de valeur qui ne sont pas réinterrogés. Lorsque vous dites, par exemple, en parlant de certains États, ils ont rejoint, de certaines nations plutôt, ils ont rejoint à un moment donné, en quittant l'Union soviétique, qu'ils ont rejoint la liberté. Bon, nous sommes dans le cliché idéologique que justement tout le travail de François Julien nous invite à repenser, parce que sinon, on va laisser encore l'Occident s'enliser dans cette conception qu'il a de lui-même. Nous sommes la terre de la liberté. Oui, mais merde, la déclassisance, c'est commencer par questionner cela, hein, et de ne pas le prendre pour une donnée, un acquis, etc. Donc, d'ailleurs, ça se sentait dans ce que vous disiez, pour faire mieux. Les deux exemples que vous avez donnés, c'est aider davantage l'Ukraine. Ah ben oui, mais au nom de quoi? Au nom de quel système de valeurs? Et les batteries, on va faire des batteries électriques en plus grande quantité. Bah, alors là, on est dans un écologisme qu'il faudrait peut-être, dans une perspective d'éco-incidente, commencer lui aussi à déroger, à ne pas prendre pour argent comptant. C'est ça peut-être qui m'a dérogé dans votre propos. Alors maintenant, je voudrais faire une petite suggestion. Moi, je me suis aussi posé des questions, ouvrir des possibles. Et là, j'adhère totalement à ce à quoi nous invite le travail de François Julien. Et je me suis dit, mais au fond, soyons dans une naïveté proche de Bécassine. Et c'est dans Bécassine que je vais vous parler. Mais l'Europe, effectivement, pour la définir, quand on a voulu, dans la Constitution, parler chrétienne de l'Europe, bon, ça fait voler là, ça satisfait d'autres, etc. Mais qu'est-ce qu'on allait dire? Et moi, je me suis dit, mais pourquoi les possibles de l'Europe, où sont-ils? Où étaient-ils? Où est-ce que ça a bloqué? Peut-être que ça a bloqué déjà dès qu'il y a eu l'idée de faire quelque chose sur charbon-acier, c'est-à-dire de la placer dans le marchand, ce qui était la question. On avait l'idée, peut-être à cause de Kant, que les nations qui commercent entre elles ne se font pas la guerre, c'est une grave erreur, mais enfin, peu importe, et l'économie ne prend le pas. Et pris le pas. Et je me suis dit, mais au fond, l'Europe, ça a existé. Ça existait à des moments où il y a eu un sous-européen. Quand le territoire mal défini, qui peut correspondre en gros à cela, c'est couvert de cathédrales. Quand il y a eu les Lumières, et que ça s'est diffusé comme ça, partout. Et je dis, pourquoi est-ce qu'on a bloqué cela? Les nouveaux possibles, il me semblerait qu'il faut les retrouver dans ce j'avais envie de dire dans cette spiritualité, mais là, ça a l'air d'être religieux, dans cet esprit. Un esprit. Et là, peut-être qu'au-delà des problèmes institutionnels qui bloquent pas, que l'on débloquera, avec lesquels on fera. Et je me suis dit, peut-être que c'est cela, ouvrir des possibles, débloquer. Voilà. Débloquer, pas de dire bon et débloquer au sens où l'entend François Julien. Hein, faire sauter des. Comment dirais-je? Des verrous. Des verrous. Oui. Alors, écoutez, je vais être. Je souhaiterais répondre parce que votre question est extrêmement pertinente. Et je suis très heureux parce que vous avez vu aussi certaines choses donc, sur batterie électrique. On est compris. Non, mais moi aussi je rigolais. Donc voilà. Mais sur le. Non, mais je ne crois pas du tout. Mais j'ai clairement eu une pointe idéologique et je pense que ça apparaît dans le texte. J'ai clairement, fait une pointe idéologique sur le passage de l'Europe de l'Est. Dans le texte, c'est écrit. J'ai écrit de la tyrannie soviétique à la liberté capitaliste. C'est ce que j'ai écrit dans le texte. Voilà. Justement. Mais il faut aussi, je l'ai fait pour deux raisons. Une raison politique que je vais exposer là et une autre raison qui nous amènera à, je pense, approfondir notre discussion. Je l'ai fait une raison puisque vous m'appelez à décoïncider, mais je pense que les Français ont fortement intérêt à décoïncider de leur vision de l'Europe de l'Est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, donc je l'ai fait pour ça, et donc pour une visée politique claire, qui est qu'aujourd'hui, dans l'affaire ukrainienne, voilà, je pense que les Polonais, les Baltes nous disent, vous n'avez rien compris, vous êtes des incapables,
nous avons été soumis par les Russes avant 14, ils sont revenus en 45, nous les connaissons mieux que vous. Nous vous avons prévenu que Poutine est quelqu'un d'agressif et de sérieux. Aujourd'hui, la réalité nous donne raison. Donc, vous, Français, vous, Allemands, ça fait 15 ans qu'on vous dit de faire attention à ce que vous faites quand vous achetez du gaz, quand vous invitez M. Poutine à Brégançon. Donc, aujourd'hui, il est urgent que les Français décoïncident du regard qu'ils portent sur l'Europe de l'Est. Donc, cette position-là, voilà. Et donc, je peux dire aussi d'une vision un peu idéologique, atlantiste, le fait que 90, c'est l'épiphanie de la liberté face à l'effondrement du communisme, mais je pense que les Français, en fait, n'y connaissent rien, ne pratiquent encore, ne parlent pas allemand, mais encore moins polonais, tchèque, convaincre, voilà. Et là, quand il y a affaire à la Russie, ces gens-là connaissent un peu mieux la Russie que nous connaissons la Russie, donc écoutons-les, là aussi, ayons un peu plus d'attention. Voilà. Voilà. Ben, matter of fact, bon, enfin, peut-être pas totalement inutile à dire à Paris. Les obligés de Poutine, ça a été de faire d'ériger une statue gigantesque à, comment il s'appelait, vivant terrible. Bon, il y a des choses que l'on comprend. Non, mais je sais qu'il faut liberté. Non, mais justement, c'est mon deuxième point. Donc, je pense qu'on conviendra que les Français ont intérêt à, enfin, intérêt, oui, ont intérêt à sacrifier, enfin, voilà. Tout simplement, plus écouter les Européens de l'Est, donc quelque chose à dire. Et donc, le second point, que vous dites Est-Ouest, qui s'est passé en 1990, et aujourd'hui aussi, de ne pas revenir dans une logique de bloc avec l'Occident atlantique auto-institué défenseur des libertés. Je pense aujourd'hui, alors il a parlé de tout ça pour ne pas traiter le sujet, évidemment, le sujet de l'heure, c'est bien, est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une logique quand même d'antagonisme autour de la liberté politique? C'est comme la question fondamentale qui est posée dans nos relations avec la Chine. Est-ce que, oui, non, oui, la liberté est universelle, elle peut prendre des modalités variées, la démocratie libérale, le Parlement, la séparation des pouvoirs est une forme parmi d'autres qui n'épuise pas toutes les formes de démocratie. Et par ailleurs, y a-t-il une solidarité atlantique autour de la liberté politique qui pourrait aujourd'hui se donner à voir dans le soutien collectif à l'Ukraine? Donc, je veux bien décoïncider, mais c'est quand même les questions qu'il faut traiter. C'est quand même les questions qu'il faut traiter. Je n'ai pas particulièrement de réponse, mais vous savez que par rapport au barycentre parisien, je suis un peu plus attaché à un lien transatlantique. Mais voici les questions dont je veux bien décoïncider. Mais quel est le rapport entre l'Europe et la liberté? Les Lumières, oui, mais bon, les Lumières, c'est aussi le début de la colonisation. Enfin, voilà, il y a aussi une face cachée des Lumières, on le sait bien. Donc, mais aujourd'hui, la question de la liberté politique revient au premier plan, et c'est les Lumières en tant que contenu. Je parlais de souple. L'Europe, à un moment donné, a été traversée par des souples. Oui. Et là, on a elle est souple. Elle fait du souple. Pardon. Oui. Parce que ce qui signifie, madame, je pense que c'est beaucoup de choses qui étaient parfaitement bien dites. Je veux aussi dire que vous avez fait une belle présentation ici. Il me semble, et une des voies de décoïncidence majeure, parce que finalement, c'est quelque chose qui revient sur la scène, mais après ça, est tout de suite caché, c'est le fait qu'actuellement, en fait, depuis presque, je dirais, largement, même avant la Première Guerre mondiale, on est en Europe entièrement dirigé et dépendante par ce qui a été une petite colonie qui a évolué tout à fait différemment et qui sont les États-Unis. Et on fait sans arrêt référence à ça, tant qu'il n'y aura pas une décoïncidence, je dis d'ailleurs, finalement, tout le reste est en permanence lié et pollue en partie la vision. Actuellement, on parle bien évidemment à propos de la Russie de Poutine, mais Poutine, ce n'est pas les Russes, ce n'est pas l'histoire russe. Je pense exactement comme vous que actuellement, il n'y a plus aucune compréhension de l'histoire, qu'il y a une falsification de l'histoire absolument extraordinaire,
et que c'est créé, alors là, de toutes pièces, par le seul pays qui a réussi merveilleusement dans la communication sur les États-Unis. Je dirais, y compris pour le débarquement. Excusez-moi, mais le débarquement, c'est, vous savez, la dernière guerre mondiale, 320 000 morts côté américain, 6 500 000 morts côté russe. Actuellement, ici, on ne serait certainement pas dans la discussion. Voilà. Bon, alors, il y a des choses comme ça qu'il faudrait arrêter à un moment donné. Il faut avoir le courage. Moi, je ne parle, je ne suis pas du tout ni un philosophe, ni rien du tout. Je pense qu'il faut effectivement avoir un art d'opérer la décoïncidence. Et comme je dis, madame, effectivement, il faut se poser des questions. C'est-à-dire que, ah ben oui, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Ben, la liberté, c'est chez nous. Mais oui, les États-Unis, ben, c'est grâce à eux qu'on a un parapluie nucléaire. Tout ça, je pense qu'il faut complètement le repenser et avoir le courage de le repenser avec les conséquences que ça peut avoir. Oui. Une question deux remarques, une question. La première, c'est est-ce qu'on n'a pas considéré comme trop rapidement réglé la question des nations quand on parle de l'Europe? D'abord, il ne faut pas oublier que ce n'est pas l'Europe qui a fait la paix dans l'après-guerre, ce sont des nations, c'est l'Allemagne et la France. Par conséquent, on prête peut-être à l'Europe, on en fait une cause alors qu'elle est peut-être simplement un effet problématique, vous en avez parlé. Donc ça, c'est la première chose. Alors qu'on sait très bien que lorsque Monnet écrivait au président américain en disant que la paix passerait par la dislocation ou la disparition des nations. Il a écrit explicitement. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi l'européisme dans lequel on a vécu dans les années 60, 70. Alors ce qui est intéressant, est-ce que l'européisme et le communisme en vis-à-vis n'ont pas eu deux destins communs? Toutes choses égales, l'effondrement du communisme a d'abord eu un effet, pas d'accès à la liberté, c'est d'abord l'émergence de nations. Et aujourd'hui, on sait très bien que l'Ukraine, c'est l'une de ces nations qui est née de l'effondrement du communisme. Est-ce que de la même manière, l'européisme ne connaît pas son effondrement idéologique avec l'émergence du phénomène national? Alors on peut qualifier ça de nationalisme, etc. On connaît la phrase de Mitterrand, le nationalisme c'est la guerre, laissant entendre que le non-nationalisme c'est la paix. Alors ça, c'est la première remarque, la première question que je vais vous poser. La seconde, c'est concernant la notion de crise. Vous parlez de la crise, c'est intéressant cette notion. Edgar Morin a écrit un livre sur la crisologie. Et dans ce livre, il montre que le mot crise est un mot ambivalent. Chez les Grecs, chez Hippocrate, la crise, c'est le moment où on fait le diagnostic. Donc, on va pouvoir apporter une médication. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Chez les Grecs, c'est un principe d'ordre. Aujourd'hui, c'est un principe de désordre. Et quand Edgar Morin développe sa thèse, il se réfère à un principe cybernétique. C'est-à-dire, finalement, à quelque chose qu'on ne peut que corriger par des ajustements. Et la question qui se pose, cette métaphore de l'ajustement, est-ce qu'on est encore dans le système global dans lequel nous sommes? Est-ce que nous sommes encore capables de décision? Est-ce qu'il n'y a pas simplement des logiques d'ajustement? Et là, la technocratie, d'une certaine manière, est reine et triomphante. Non, mais je suis assez d'accord. Ce dont je suis convaincu, c'est que l'Europe est l'effet de la paix et pas la cause de la paix. C'est parce qu'il y a une paix armée, c'est ce que j'ai dit, quoi. Les Russes dehors, les Français et les Allemands down, et les Américains qui assurent la sécurité de l'ensemble. Et donc ça favorise, avec des initiatives politiques fortes de réconciliation, de Gaulle à Adenauer, ça rend possible le phénomène de construction et le lancement de l'Europe. Typiquement, éduquer l'Europe, mais si c'est avec des arguments historiquement faux, comme l'Europe c'est la paix, voilà, ça c'est une agression, mais par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est l'Europe c'est la prospérité, plus ou moins vendeur, mais peut-être que l'Europe c'est la démocratie. L'Espagne et le Portugal qui rejoignent l'Europe après se démocratiser, la Grèce après les pays. Donc il y a des arguments très favorables à l'Europe, mais je mettrais plutôt sur l'attrait de l'Europe comme un espace qui garantit la démocratie plutôt que celui qui garantit la paix face au déchaînement toujours possible des nationalismes. Donc voilà, il y a des choses positives à dire, mais encore faut-il être historiquement adéquat. Et ceci étant dit, effectivement, on revient finalement toujours à cet événement de 89-90, qui sont donc un mouvement de libération nationale. C'est des nations qui se libèrent de l'empire soviétique.
comme en 1848, d'un certain point de vue, un grand mouvement national et libéral, mais qui, après, peut dériver en un nationalisme plus étroit. Et donc là aussi, la trajectoire historique de la Pologne, de la Hongrie, est quand même particulièrement intrigante, ou en tout cas, on la connaît pas, et donc on la comprend encore moins vu de Paris, mais on peut constater qu'un nationalisme libéral, aujourd'hui, peut, en Europe de l'Est, évoluer vers un nationalisme plus conservateur, mais encore une fois, d'un certain point de vue, c'était aussi ce qu'il y a eu entre 1848 et après. Donc peut-être qu'il y a des logiques propres aux mouvements nationaux. Ceci dit, ce qui reste, c'est un peu bas du front de dire ça, mais à Bruxelles, vous existez par votre nationalité. Enfin, vous êtes d'abord nationalement déterminé, comme vous dites. Un exemple factuel. Donc j'arrive en 2012 à la Banque Centrale Européenne. C'est le feu et à sang sur les marchés financiers parce que la Grèce va faire défaut et tout ça. Et donc la BCE commence à inventer ces potions magiques de rachat, de dette souveraine, voilà, de politique monétaire non conventionnelle, comme on dit dans le jargon. Et donc, vous êtes le stagiaire ENA, donc vous avez certains privilèges, c'est normal, vous commencez dans la vie, vous bénéficiez des privilèges que vous aurez tout au long de votre carrière. Et donc, je fais la tournée des popotes du directeur et je vais voir le directeur opération de marché, donc, qui réalise l'opération d'achat-vente sur les marchés, qui est belge, les Belges sont des gens sensés et raisonnables, et qui me dit, dans ma division au Conseil des gouverneurs, à la Banque Centrale Européenne, les gens votent selon leur nationalité. Voilà. Et donc, en fait, quand tu réfléchis, c'est pas seulement un déterminisme culturel, c'est un échec fondamental. C'est-à-dire que 20 ans, 30 ans après la création de la Banque Centrale Européenne, vous avez 3000 économistes dans une tour qui font les mêmes modèles sur les mêmes statistiques. In fine, la principale détermination, c'est pas est-ce que vous êtes keynésien, plus ou moins libéral, plus ou moins machin, c'est votre nationalité. Voilà. Échec complet de la dérive économique, échec complet de l'intégration par l'économie, puisque en moment de crise, c'est pas la peine de demander à l'économiste allemand ce qu'il pense, puisque vous savez ce qu'il pense, et vous savez que l'économiste français, il sera favorable à la relance et à ce genre de choses. Donc, voilà, ça c'est quand même, il y a des déterminations culturelles qui sont finalement l'interculturalité à diminuer, mais les ressorts, les ressorts nationaux dans les comportements, dans les positions restent quand même extrêmement forts et restent aujourd'hui un déterminant important de la manière dont les gens, au niveau individuel, se comportent même quand ils sont dans une institution la plus fédérale et la plus transnationale possible. Et après, oui, je suis d'accord. Est-ce que l'une des premières décoïncidences, qui va au-delà de l'Europe, mais dans le discours politique français, c'est de décoïncider dans les grands mots du vocabulaire politique moderne, le projet, l'idéal, la révolution, la décision, le contrat social, et que la crise, et qu'on est définitivement dans une logique de l'ajustement, de la conciliation permanente d'intérêts contradictoires, et qu'attend le grand moment de la révélation, que ce soit le passage de l'Europe ou la grande réforme, ou que sais-je encore, ou la 6e République. Voilà, il n'y aura pas de grand moment. Donc il faut faire le deuil du grand moment, de la rupture, et être dans non pas dans la gestion du quotidien, mais dans l'ajustement permanent des contraintes et des participations. Oui, ça, je suis assez d'accord. Moi, j'avais une remarque et deux questions à poser. La remarque, c'est que, est-ce que vous ne pensez pas qu'avant de penser l'Europe ou comme objet de coïncidence, vous l'avez fait, ou de savoir si vous décoïncidez de l'Europe, il n'y a pas quand même une question à se poser sur comment on peut la réarmer, pas forcément militairement, mais conceptuellement, stratégiquement et politiquement. Je pense là au travail que moi je trouve intéressant, vous le connaissez forcément, de ce prof, de cet historien et prof de droit européen qui s'appelle Luc Bamy-Delard, et qui a, je trouve, assez pertinemment expliqué que l'Europe ayant été dès l'origine pensée avec deux drivers, comme il explique, qui sont l'économie et le droit, s'étant pensé comme un projet portant la modernité au nom de l'économie et du droit, et donc un projet universaliste et moderne, est complètement passé à côté des trois concepts clés, qui sont celui de la puissance, celui de la frontière et celui du récit. Alors bien sûr, vous avez raison, aujourd'hui on y revient à cause de la crise, à cause de la guerre, mais quand même, est-ce que ça vaut le coup pour vous pas de repasser par ça, ou est-ce que c'est complètement inutile? C'est la remarque. Et je trouve qu'il y a des points communs entre ce que vous dites et ce que les cours qu'a pu donner Luc Bamy-Delard, ce que je trouve
intéressant sur ces trois concepts-là, qui fondamentalement ne pouvaient pas être européens, parce que l'Europe n'a pas été pensée comme ça, elle a même été pensée contre ça. Et mes deux questions, c'est, je reviens sur ce que vous appelez, parce que quand même la finalité de la décoïncidence est de rendre les possibles, sur les deux possibles, les deux énigmes que je voudrais ouvrir. Le premier, que je vais résumer un peu à la serre, mais dire au fond, c'était la citation du rappelier de Jean Monnet, c'est que est-ce que l'un des possibles, ce serait pas de rejouer l'Europe des gens ou l'Europe des peuples, ou la coalition des peuples contre la fédération des États, contre les institutions, d'accord? Ma question, c'est comment on s'y prend? Comment on s'y prend pour réouvrir concrètement ce possible-là de l'Europe des peuples contre les institutions? Parce qu'on connaît les dérives de ce type de discours. Et le deuxième point, le deuxième possible que je trouve intéressant, c'est si vous pensez que moins d'Occident, c'est plus d'Europe, si je le résume aussi comme ça, est-ce que c'est pas un peu dangereux, dans la mesure où on sait qu'aujourd'hui, il y a deux grandes puissances qui vraiment ont un discours et une pratique tout à fait anti-occidentale, sont la Russie et la Chine, et comment on fait pour justement requalifier un projet européen, quelque chose autour de l'Europe, qui soit une vision de l'Occident qui décoïncide justement avec la vision dominante de l'Occident et une vision américaine. Non, je pense que vous posez de bonnes questions. Je n'ai pas énormément d'éléments de réponse, mais effectivement, Luc Van Miller est clairement un auteur et un intervenant intéressant, puisqu'il était aussi praticien à Bruxelles. Mais justement, finalement, dire il faut réarticuler l'Europe à la puissance, les frontières et le discours, et le récit, c'est globalement une entreprise de normalisation de l'Europe. Vous faites de l'Europe un État comme les autres. Donc, c'est là où je propose de décoïncider, puisque aujourd'hui, le discours européen dit on a fait de grandes choses, mais cette approche par le droit et le marché n'est plus adaptée manifestement au temps qui viennent. Donc est venu enfin le temps de l'Europe politique, géopolitique, qui va s'armer dans tous les sens du terme, en ayant une politique industrielle. Mais c'est fondamentalement un discours de normalisation. C'est que l'Europe va devenir une puissance capable de se défendre, de jouer les unes avec les autres. Alors, est-ce souhaitable? Est-ce possible? On n'a pas parlé du souhaitable, mais le possible, en fait, j'y crois pas. Je ne crois pas à ce passage, ce changement de nature, ce changement d'état, qui ferait que du fait des circonstances, l'Europe se normaliserait et deviendrait une vraie puissance capable d'égal à égal. Donc, précisément, l'Europe ne va pas se normaliser en acquérant une faculté de puissance, des frontières définies et un discours mobilisateur qui serait partagé par les institutions, les citoyens et les responsables politiques, précisément parce que ça serait pour le coup de lui faire changer de nature, de lui faire changer d'état. Donc, à la fois, on peut dire que c'est parfaitement souhaitable, mais c'est vrai qu'elle s'est construite sur une logique d'intégration économique et juridique. Et donc, si vous voulez la normaliser géopolitiquement, vous en faites une autre. Et donc, est-ce que je vois, et ça n'engage que moi, les ressorts d'un tel changement de dynamique? Donc, je ne le vois pas. Et par rapport à l'Occident, bon, manifestement, évidemment, je sais que c'est un peu pas polémique, mais c'est le sujet de la discussion, mais est-ce qu'il ne faut pas décoïncider du discours dominant à Paris? Il faut quand même s'autonomiser par rapport aux Américains. Est-ce que voilà. Si l'Occident, si l'Europe est un air flou, que dire de l'Occident? Bon, l'Australie, la Corée du Sud, c'est l'Occident. Ce phénomène quand même très difficile. Oui, tout à fait. Mais qui mérite d'être. Si on réduit aux États-Unis, évidemment. Oui. Deux remarques. Sur d'abord dire que je trouve votre méthode tout à fait intéressante, c'est-à-dire de retirer le télos de cette histoire. La finalité vers laquelle on marche, il serait évidemment le fil conducteur, plus ou moins apparent, plus ou moins secret, qui nous conduirait. Ça me paraît très juste, et avec deux autres remarques. La première, si c'est l'Europe, c'est une notion qui ne se définit pas, ça me paraît essentiel. Est-ce que le concept, ce qui peut-être confronte avec le SCOUF, moi, je souhaitais parler de ressources. Ressources, c'est-à-dire, non seulement ressources, mais ressources, qui soient actualistes. Est-ce que l'Europe, vous avez invité plusieurs fois à Strasbourg pour parler d'identité européenne.
On a répondu non. Il n'y a pas d'identité européenne possible. Ce qu'il y a, c'est des ressources avec le pluriel, avec la définitivité, et ressources, c'est-à-dire un terme qui est à réactualiser. Il me semble qu'au fond, on pourrait, pour, disons, nourrir cette conscience européenne, faire, disons, l'examen ou l'inventaire des ressources européennes. Une dont la pluralité des langues. Une comme l'autre. Termes très divers. Mais pour dire au fond, c'est ça que nous devons activer. Activer des ressources européennes plutôt que de construire une idéalité européenne ou un télos qui la conduirait. Alors, petite remarque, juste d'anecdote par rapport à votre propos. Comme vous dites, l'Europe, c'est singulier, il n'y a jamais eu ça dans l'histoire du monde, une confédération portant un projet commun, etc. Est-ce que ce n'est pas toujours la vieille exception européenne que l'Europe nous dit d'elle-même en disant, moi, l'Europe, je suis exceptionnelle par rapport à l'exception du monde. Et je veux dire, pour les Chinois, ils ont fait ça il y a 2000 ans, un peu plus, l'Europe. Quand ils ont les différentes principautés qui nous ont conduit dans un État chinois, alors ils nous disent, ce que vous peinez à faire aujourd'hui en Europe, c'est ce que nous, on a réussi à faire parfaitement il y a 2000 et quelques années, et en moins 221, de notre ère à nous, parce que c'est un calcul à nous, européens, c'était bien de faire une fédération des principautés qui a été la Chine. Donc je crois qu'il y a peut-être quelque chose à défaire des coïncidences, à décoïncider en Europe, qui est l'idée d'une exception européenne. C'est le discours de Gaucher sur le capitalisme. Sur l'exception européenne, alors il y a un grand sac comme tout le reste, et puis l'Europe, elle, porte un destin unique. Ça, je crois que l'Europe, c'est un grand pas en avant, c'est arrivé à un peu, non pas de modestie, mais d'exigence historique, parce qu'elle a été à la privilégiée de l'histoire pour elle-même. Et maintenant, ce qui a changé, c'est ça. C'est qu'il n'y a plus de perspective historique, son principal, primordial. Et alors, je crois gagner beaucoup pour penser ses ressources à sortir de cette action. Je partage. Il y avait un unificateur en moins 221. Il y avait un unificateur en moins 221. Mais nous restons dans comme vous dites, l'historien chinois, vous dites bien qu'il y avait une logique à l'unification, et qu'avant que, quand, disons, un prince mourait, juste avant cette unification, on arrivait déjà au système bureaucratique. Donc, au fond, quelqu'un, lui, a été le catalyseur de ça. Mais en fait, ce n'est pas du tout le premier empereur. C'est le même une cohérence historique que l'unité chinois ont tellement réfléchi là-dessus, sur ce passage de la diversité des États à l'unité impériale bureaucratique, il y a vraiment une logique de l'histoire. Et non, mais c'est mais je cherche à faire un tâtonnant aujourd'hui. Oui. Regardez notre histoire, on vous montrera comment on l'a fait. Et nous, ça fait bien fait. Oui, un empire bureaucratique. Alors Bravo, ça, ils sont pas ça. mais justement, mais du coup, y a-t-il un nécessaire et contingent entre nation et démocratie? C'est mon côté permanent. Et Il y a des cohérences de l'histoire, il n'y a pas de pélote dans l'histoire, il n'y a pas de but, plutôt de 5 qui est l'histoire. Mais disons, c'est très bien, sans être égalien de façon perdante, il y avait une cohérence à ce qu'on passe de la République romaine à quelque chose qui est progressivement s'est inventé comme un empire romain. Ce qui n'a jamais été le terme romain, mais disons, il y avait une cohérence à ce qu'on passe d'un certain type de régime à un autre. Le Judaïsme a connu ça, et la question pour nous, c'est qu'il n'y a pas à connaître ça. Est-ce que l'Europe n'est pas, une fois, aucune finalité sur l'Europe comme une sorte de moteur caché? En revanche, ce que vous avez ajustement, ce que vous avez fait, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est d'une cohérence qui, voilà, fait son chemin? Et c'est pas indispensables de penser cohérence dans la finalité. Et donc, j'avais fait un séminaire une année sur des énoncés européens. Plutôt que dans les valeurs européennes, qui me paraît totalement versus de l'idéologie Bonobo, penser des énoncés européens. Je peux dire que j'avais trouvé une séance sur 20 énoncés européens, pris chez Spinoza, chez Galilée, pardon. Alors, merci de l'Europe, bien sûr en langue, parce que ce qu'il faut dire comme première ressource, c'est les langues, ça c'est clair. C'est le point pour nous, et pour nous qui sommes ici en fonction de l'enseignement et de, comment dire, intellectuel, je pense que c'est le premier chantier, c'est les langues.
L'Europe, c'était pas les langues. Être culte dans l'Europe, c'était connaître énormément de culture. Et je vois qu'il y a un enjeu essentiel, et c'est que l'américanisation de l'Europe, c'est la langue. Donc je vois qu'il y a quelque chose d'essentiel comme combat précis, actuel, qui doit nous engager, c'est les langues. C'est les langues. Alors, c'était sur le thème de plus d'une langue. C'est-à-dire, en fait, pas par rapport à toutes les langues européennes, mais c'est vrai que l'Europe a désappris les langues. Et ça, c'est dramatique aujourd'hui. Je pense qu'il y a un combat très simple, qui est de dire, voilà, ces déclarations, c'était une bonne chose. C'était là qui disait ça, simplement, l'anglais a fait éliminer, y compris l'Erasmus. Oui. Je vais vous poser une question, j'enseigne à plein de fois, et il y a un point qu'on n'a pas abordé, que vous n'avez pas du tout abordé, qui est la question de la religion. Et d'abord parce qu'en Ukraine, on voit, et dans toute l'histoire de l'Europe, si on fait coïncider les guerres avec quelque chose, c'est souvent avec les religions, justement. Et donc, vous pouvez prendre une carte des croyances, de l'orthodoxie, le protestantisme, le catholicisme, et vous voyez les guerres assez facilement. Et je trouve qu'on est en train de revivre ça. Et donc, la question de la religion paraît une question centrale, d'autant plus qu'elle est absente de tous les discours. On l'a vu quand vous l'avez abordé tout à l'heure, quand vous avez parlé de la question de l'origine chrétienne de l'Europe, c'est ce que vous venez d'aborder en parlant de Marcel Gauchet sur la religion, de la sortie de la religion, et la question qui se pose derrière. Et aujourd'hui, on voit bien que clairement, dans le monde entier, les questions religieuses reviennent. On le voit avec l'islam, on le voit partout dans nos pays. La question de l'Occident, de l'assimilation de la religion, tout ça est un peu lié. Et la seule religion qui émerge aujourd'hui, c'est quoi? C'est celle que l'Europe nous apporte à propos du souffle, madame, d'ailleurs, justement, c'est-à-dire les éoliennes. Mais vous voyez, la question de la religion écologique, bien sûr, qui a supplanté tout le reste et qui est en train, alors pour le coup, d'envahir l'Europe, le monde, et les esprits de nos étudiants, nos jeunes, nos enfants. Et je pense qu'on ne peut pas ne pas comprendre cette question religieuse nouvelle sous l'angle écologique et qu'elle est l'absente ou la trop présente, puisqu'elle n'est que technologique. Elle n'est prise que sous l'angle bureaucratique ou technocratique. Comment est-ce que vous... J'ouvre les possibles, c'est clair. Ah, non, oui, un peu. Oui, je pense que voilà, pour enseigner aussi l'écologie, c'est compliqué. Parce qu'on commence à pressentir l'écologie va réhabiliter une certaine morale, une morale écologique. Voilà. À rebours du dispositif libéral où la morale était privée, l'écologie va manifestement réactiver une certaine morale, prendre l'avion, pas prendre l'avion, le vélo, enfin, voilà, éventuellement avec des logiques sociales de contrôle, mais qui sont peut-être nécessaires, j'en sais rien, de contrôle et de restriction. En contrepoint et opposition avec une logique plus techniciste, de solutions, les batteries, le truc, le machin. Ce qui me semble clair aussi, c'est que on ne sait plus vraiment parler de religion. En fait, on a quand même largement oublié ce que c'était. Donc, il y a des résurgences, en particulier liées à l'islam, mais pas que. Il y a des sortes de surprises. Et c'est vrai que la religion fait d'abord, elle est sous l'étiquette problème réglé par la laïcité qui sépare et la République, voilà, qui assure que tout est bien. Et donc là aussi, je pense qu'il y a quand même un phénomène de surprise et d'incompréhension par rapport au fait que non, manifestement, les frontières ne sont pas si bien définies et la grande séparation publique-privée, laïque, religieux n'est pas si effective. Donc là, effectivement, par rapport aux années de France juin, il y a un certain nombre de catégories de séparation qu'on a instituées, dont il faudrait là aussi un peu décoïncider, puisque manifestement, dans la vie de tous les jours, les grandes catégories, le privé, le social, le public, sont pas si claires. Et donc, cette minorité que j'ai écrit sur la burqa, typiquement, il y a une grande incohérence aujourd'hui autour de la manipulation de la laïcité et le fait de vouloir vraiment rendre un certain nombre de religions invisibles. Donc là, il faudra décoïncider du fait qu'on a résolu le problème et donc s'intéresser à nouveau aux religions.
C'est pas moi qui dis la parole, mais. Un petit complément sur l'aspect religieux. Ouais, se réintéresser au saint-simonisme. En fait, le saint-simonisme sont liés à la fois à l'efficacité du néolibéralisme, mais me mettre en surplomb une religion avec ces acteurs vivant diplômés, vivant identifiés, justement pour procurer, conserver ce souffle dont Madame parlait. Là, en fait, proposer qu'on s'appelle aux Européens. Alors, moi, je suis plutôt de culture anarchiste. Je suis très sceptique sur la capacité des États-nations à être réellement démocrates et la superstructure européenne à l'être. Une fois, je me sens profondément européen. Je pense que l'Europe est une nécessité qui correspond à une autre façon de vivre actuelle. C'est anecdotique, mais ce qui m'a rendu Parlement européen, c'est le fait de participer à toutes sortes de projets de recherche européens, commençant par les projets Esprit il y a quelques décennies, récemment. Et donc, ce brassage, le brassage, d'ailleurs, ça fait monter, c'est la mesure, et ça fonctionne. C'est le parcours des chemins de Compostelle. De nouveau, il y a un brassage extraordinaire des nations européennes. Et c'est, en tant qu'informaticien, d'avoir beaucoup travaillé aux États-Unis et d'avoir toujours un sentiment de désadhérence totale vis-à-vis, non pas de quelques Américains qui sont des amis, mais de la culture américaine en général. Ce que je ne ressens pas, c'est vraiment un titre très subjectif en Europe. En Europe, j'ai l'impression d'être européen. Aux États-Unis, je me sens encore plus européen, c'est-à-dire pas occidental, au sens plus définitif. Donc, ce qui change, c'est que le mot qu'on a pas évité, il y a eu religion, donc c'est ce qui a déclenché un peu mon intervention. Et de nouveau, ça vaut le coup de repenser à Saint-Simon. Et je pense qu'on peut relire d'ailleurs la Chine sous l'égide du Saint-Simonisme, avec ce parti communiste, avec une sorte de religion, avec ses prêtres, ses dogmes, etc. Merci. Patrick. Oui, ça vraiment tout à fait intéressant, mais j'avais posé une petite question un petit peu sur moi. C'est que vous avez commencé en parlant de décoïncidence, disant qu'elle impliquait une sorte d'époquet, enfin, c'est plutôt le terme de suspension de la raison et de la volonté. Et il me semble quand même que dans votre propos, quand vous utilisez le terme de décoïncidence, c'est en l'accolant à quelque chose comme une volonté. C'est-à-dire qu'il faut décoïncider, il faudrait décoïncider. Et il me semble que dans toute la discussion, d'ailleurs, il y a une sorte de volonté de décoïncidence générale. C'est le ferment de cette association, semble. Mais je ne sais pas si en même temps, ça ne s'éloigne pas un petit peu justement de l'acception même justement de la décoïncidence, et implique ce que vous avez dit en même temps. Et ça, je crois que c'est tout à fait juste, que ça impliquait justement chez François Julien une sorte de passivité, enfin, une passivité volontaire, ce qui est évidemment un peu compliqué. Et je crois que ce terme de passivité, évidemment, est important. Et là, on n'a pas beaucoup senti, qui était lié en même temps à ce que nous avons dit du côté justement de l'attention. Parce que l'attention implique justement quelque chose comme une passivité, si on se réfère à une veille, justement. Ah mais oui, c'est très juste. Et la décoïncidence risque-t-elle de dégénérer en programme informatique ou programme politique ou à minimum une injonction? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des choses qu'il ne faut pas décoïncider, ou en tout cas peut-être qu'il ne faut pas se mettre en pilote automatique. Peut-être la décoïncidence, c'est pas une faire de volonté. Oui. C'est pas une idée là. C'est peut-être pas faire de faire. C'est donc ça va percevoir là où il y a le point faible. Où il y a le blocage, là où il y a la faiblesse. Là où ça bloque, et donc c'est faible. On passe au couteau. Et pas du couteau, c'est pas. Non, ça se passe sur le tout à fait. Parce que là, on fait marcher les machines au départ, en temps de volonté, enfin bon. Ça, c'est capitalisme sans vrai terme. Donc là, je pense qu'il est essentiel. Et il n'y a pas elle essaie de déclencher la situation, voir comment elle se déclenche, qu'est-ce qui s'en dégage. Et par contre, donc, on peut
Ça, il privilégie le terme de mode opératoire. Et ça commence par effectivement une attention portée à la coïncidence telle qu'elle s'est figée. D'où découle cette possibilité. Et il y a effectivement une part d'immanence dans cette affaire. Un mot, parce qu'on est pas un mot sur liberté, quand même. Je pense qu'il faudra qu'on approfondisse. Parce que là, on est quand même à des accords. Le camp de la liberté, c'est une bonne solution. On est quand même placé devant des réalités très contraintes. Et s'il faut que décoïncider, c'est aussi casser des idéologies qui nous enferment. Libéralisme versus illibéralisme, tous les jours, c'est terrible. Ça nous masque les possibilités. Notre liberté dans notre libéralisme, elle se délite profondément, c'est une servitude volontaire. Évidemment, c'est très bien la liberté d'expression, mais ça ne résout pas tout. Donc, et d'autre côté, chez les illibéraux, si on les antagonise et on les ostracise, c'est terrible. Y compris les Russes en particulier. Et si on veut, moi je reviens quand même sur la régénération des idéaux, paix perpétuelle. Si on ne prépare pas une paix durable dans des solidarités, en réconciliant des gens, on va au drame. Enfin, moi je pèse mes mots. Donc, et c'est pas faire un récit, ça. C'est dire, je ne choisis pas le manichéisme des deux blocs qui est en train de se faire. Et je préfère chercher, ce n'est pas un programme, mais c'est quand même un projet, une intention de projet, appelons-le comme ça. Et contre un mouvement de masse contre la course aux armements et contre la fragmentation du monde en bloc. Et au nom de quelle positivité? Au nom du fait qu'il y a des défis communs d'humanité qui s'appellent la sécurité collective, les conséquences des changements historico-climatiques qui nous dépassent, d'ailleurs, de toute façon. Ce n'est pas faire un récit programmatique, ce n'est pas par imposition de normes, ça se joue bien dans les facultés de pensée des gens. S'ils se laissent enfermer dans des idéologies, on est coincés. Donc on ne va pas être d'accord, je ne serais pas d'accord. Oui, je ne dis pas que c'est ma thèse, mais j'apporterai le contrepoint, je pense qu'on va rendre la salle, comme on dit. Il faut quand même ouvrir la possibilité qu'il y ait des ennemis de la liberté et qu'il faut qu'il y ait des combattants de la liberté, éventuellement.